Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue à ce 7e numéro de la 3e saison du Bistrot d'Allez LOSC, le podcast hebdomadaire sur l'actualité du club, réalisé par les Dogs du Net et le site Allez le LOSC. Au sommaire ce soir, donc nous reviendrons sur le match Toulouse-Lille, Lille, même les genoux aiment la castagne. Une dédicace spéciale pour Georges, un grand fan de Claude Nougaro. Et en deuxième partie, nous aurons un melting pot, premier bilan à la veille de la trêve internationale, où nous reviendrons sur les derniers matchs, sur les prochains matchs, et notamment sur une interview d'Olivier Létang qui a eu lieu hier soir sur les antennes de France Bleu Nord, donc dans l'émission Tribune Nord, émission dans laquelle nous avions un témoin privilégié. Alors, ce soir, pour évoquer ce sommaire, nous avons des piliers de bistrot qui sont présents. Alors, tout d'abord, les deux Christophe. On va commencer par Christophe C, qui a réparé son antenne et qui est fin prêt pour son retour dans le bistrot d'Allez le LOSC. Bonsoir Christophe. Bonsoir François, bonsoir aux piliers, évidemment. Alors, il est là aussi, Christophe D. Alors, lui, il n'avait pas de problème d'antenne, hein, il était toujours fonctionnel, mais il est également présent ce soir pour cette 7e émission. Bonsoir Christophe. Bonsoir à toutes et tous. Il est toujours là, on n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est Georges, notre supporter de Dunkerque, mais on est content qu'il soit là. En fait, on ne veut pas du tout qu'il s'en aille. Bonsoir Georges. Bon, je resterai un petit peu plus longtemps. Bonsoir à tous. Et nous avons également la touche internationale du bistrot d'Allez le LOSC, notre Italien préféré, Lorenzo, du compte Twitter, @dogsitalia, du compte Twitter et du compte Instagram. Bonsoir Lorenzo. Bonsoir les gars. Normalement, dans quelques minutes, nous devrions voir arriver Monsieur Big Data, le plus jeune d'entre nous, qui doit nous rejoindre et qui, pour l'instant, a un problème. Il est peut-être resté coincé dans le vestiaire, en train de préparer son maillot, en train de s'échauffer pour être le plus efficient possible dans ce bistrot d'Allez le LOSC. Donc, bonsoir à tous. Je vous rappelle que vous pouvez réagir en direct. Vous êtes déjà quelques-uns, vous êtes connectés sur la page Facebook du bistrot d'Allez le LOSC. L'émission est également diffusée sur le groupe Allez le LOSC et sera diffusé en replay sur notre chaîne YouTube, donc dans quelques heures après la fin de cette diffusion. Vous pouvez réagir en direct et nous reprendrons les meilleurs commentaires, et dont le premier, c'est Fabien qui nous dit « Christophe C, tu as enfin souscrit à la fibre ». Exact. Alors, sur ce premier commentaire, je vous propose de passer à la première partie de l'émission. Toulouse, à Lille, même les genoux aiment la castagne. Alors pourquoi ce titre? Bien sûr, c'est un hommage à la fois à Claude Nougaro et à la fois à la titularisation des deux jeunes, la classe biberon du LOSC, Lucas Chevalier et Lenny Yoro, qui étaient titulaires au démarrage du match. Alors comme d'habitude, on va faire un tour d'horizon finalement des piliers de bistrot. Et on va vous demander votre sentiment général sur ce match. Christophe C, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas entendu. Je vais te laisser commencer. Alors, le sentiment premier qui me vient, c'est que finalement, on s'en sort pas mal. Sur la vue du match, c'est vrai qu'on marque 2 fois, ce qui est assez rare chez nous. En ce moment, on a plutôt tendance à perdre, hein. On n'a pas vu beaucoup de victoires à Pierre-Mauroy, donc on va en profiter. Mais par contre, je trouve qu'on a quand même été bien bousculé par cette équipe, avec toujours ce problème de défense. Voilà, on ne trouve pas la solution. Le coach a des soucis là-dessus. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais voilà. Mon sentiment premier, c'est que finalement, 2-1, c'est pas mal. Et que si on avait fait match nul, je pense que Toulouse le méritait, en tout cas. Alors, je vais vous donner les stats, parce que bon, j'attendais notre ami Baptiste, mais tant pis pour lui, il aura passé son tour. On a des stats qui sont légèrement en faveur de Toulouse. Il n'y a pas eu une grosse domination qu'on a pu connaître en début de saison, une domination qui était parfois stérile. En tout cas, il y a eu 10 tirs pour Lille, 14 pour Toulouse. 4 tirs cadrés pour Lille, 5 pour Toulouse. Donc là, c'est plutôt équilibré. Une possession de 45% pour Lille, 55% pour Toulouse. On est assez loin des scores des matchs précédents.
Donc 408 passes contre 475, 20 fautes à Lille, 14 à Toulouse, 2 cartons jaunes à Lille, aucun pour Toulouse, un hors-jeu pour Lille, enfin contre Lille, 5 pour Toulouse et 5 corners à 7. Alors, Christophe D, comment tu analyses ce match? On n'était pas vraiment dans le Jugo Bonito ce samedi soir. Il a fallu un moment mettre le bleu de chauffe. En fait, on a essayé de faire du Hugo Benito, mais on s'est fait prendre au pressing. On a été pris super haut et on a eu un mal de chien à jouer. Et donc ça, c'est le côté négatif, c'est-à-dire on s'est empêtré en voulant absolument faire des relances propres et en se mettant en danger sur des relances axiales, parce qu'on se prend un but sur la relance de Euro, mais on peut s'en prendre 2 sur des relances d'André Gomes au premier mi-temps, et une relance de Chevalier qui est limite aussi, parce qu'il va absolument jouer court sur André, je crois, qui, s'il n'avait pas été aussi roublard, ça aurait été très dangereux. Et voilà, on se met en danger sur des jeux stéréotypés. En fait, je crois que tout le monde l'a vu comment on voulait jouer. Et ce que j'ai bien aimé, par contre, c'est qu'on a su, surtout en deuxième mi-temps, passer un peu dessus de tout ça. Alors, on se prend un but à la con en deuxième mi-temps, ça illustre pas. Mais après, sur le reste de la mi-temps, moi, j'ai eu moins de crainte sur la fin du match. Et je trouve que malgré tout, on a quand même réussi à, comme tu disais, les jeunes aiment bien la castagne, on a réussi à passer au-dessus et à gagner ce match, ce qui est quand même le principal. Moi, je pense que c'est le principal parce que, comme disait Christophe, on en a gagné un de match jusqu'à maintenant, ça fait 2 à domicile. Et, il faut qu'on arrive à changer le style et à bouger et à les varier, parce que sinon, les gens, ils savent ce qu'on veut faire et ça va être très compliqué pour nous contre une équipe qui presse haut. Et je crois que les 2 prochaines équipes qu'on joue pressent très très haut. Donc, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Hein. Il y a une bonne partie de la deuxième partie de l'émission qui sera consacrée au retour de la trêve. Alors, Georges, Christophe évoque des problèmes de pressing. Malgré ça, on a su repasser une seconde fois pour marquer un splendide but par l'intermédiaire d'Ounas. Comment tu l'as vécu ce match? Justement, je reviens un petit peu là-dessus. D'abord, le côté extrêmement positif par-delà justement la prestation pitoyable, c'est que justement, on a une prestation qui n'est pas terrible, pitoyable exagéré, pas terrible, et on gagne quand même. Alors que jusqu'ici, pour gagner, il fallait vraiment qu'on soit très bon. Et même en étant des fois très bon dans le jeu, ça ne suffisait pas. Donc, je trouve que de ce point de vue-là, j'ai assisté à quelque chose d'un petit peu plus rassurant parce que ce que je disais la semaine dernière contre Marseille, il y avait que le talent qui s'exprimait dans son équipe et ça manquait un petit peu de caractère. Là, il y en a eu un petit peu et ça lui aussi, de ce point de vue-là, justement, l'espèce de pragmatisme qui a été celui de Fonseca, justement, après le deuxième but, de se dire maintenant, on n'y est pas, l'équipe n'y est pas, on ferme la boutique. C'est-à-dire Angel Gomez pour faire rentrer Jonas Martin, c'est clairement un choix de blindage et justement qui va à l'encontre de ce qu'il proposait jusque-là. Donc moi, je retiens un petit peu cet aspect-là qui est un peu plus rassurant, c'est-à-dire que manifestement, cette équipe va quand même être capable de gagner des matchs où elle ne sera pas nécessairement super inspirée au niveau du jeu, quoi. Alors, avant de passer la parole à Lorenzo, quelques commentaires sur les réseaux sociaux. On a Patrice qui nous fait bonsoir à tous, c'est vous les vrais piliers. Petite dédicace à qui c'est, peut-être un futur invité du Bistrot d'Allélos. D'ailleurs, on attend, on a lancé l'invitation et on attend sa réponse. Fabien, match serré mais gagné grâce au talent individuel de David, André, Kelpas et Ounas. On reviendra tout à l'heure dans les tops et les flops. Fabien également, donc belle réaction après le but toulousain, ça démontre une belle force de caractère de l'équipe qui n'a pas baissé les bras. Lorenzo, est-ce que c'est ton analyse? Est-ce que l'équipe n'a pas baissé les bras? Je peux être d'accord, mais pas avec tout, dans le sens que je pense que première mi-temps, on t'entend pas très fort, Lorenzo, si tu peux te rapprocher du micro. Là, vous m'entendez bien? Ça va mieux, ça va mieux. Ok. Je disais, je suis d'accord du fait qu'en fait, on a souffert dans le deuxième mi-temps parce que oui, on a dû défendre, on avait peur de prendre ce but-là parce que l'égalisation aurait été un peu, voilà, ne gagner pas ce match aurait été difficile au niveau, je dirais, anémique de l'équipe. Mais en première mi-temps, franchement, il y a eu des moments où moi, je me suis amusé à regarder lorsque je jouais. Ounas, c'est un talent que
on ne découvre pas aujourd'hui. Et franchement, c'est notre deuxième Cabella. Donc, il y a eu des choses positives. Je trouve l'entrée d'André Gomez positive derrière, au milieu. Et le fait de mettre Angel Gomez devant avec Ounas et Bamba, pas mal. Mais, par exemple, on pouvait fermer le match avant, comme on dirait en Italie, parce que l'occasion d'Angel Gomez pendant la première mi-temps pouvait être 2-0. Et là, tu te mets 2-0 après 20 minutes, ça peut changer un peu le match. Donc, je pense que ça a été un peu comme d'habitude, le fait de ne fermer pas le match en marquant le deuxième ou le troisième but. Et après, voilà, tu as souffert sur le 2-1 parce que quand même, Toulouse, il a 2-3 joueurs qui sont pas mal, Aboukla, Chaibi, Dalinga. Donc, voilà. Mais je pense que la première mi-temps, ça a été une première mi-temps un peu classique, on dirait, du LOSC. Donc, on a bien commencé, il y avait des intentions, de l'intensité. Et je ne suis pas sûr qu'on est prévisible quand on attaque parce que même si c'est des choses qui se voient, qui se sont préparées tactiquement par l'entraîneur, je trouve que ne sont pas toujours le même, mais parce que tu as des mecs, comme ça peut être Cabella, le même Ounas, qui à chaque fois font des choses un peu différentes parce qu'ils changent un peu la donne. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit comme ça. Mais c'est vrai que la deuxième mi-temps, moi, j'avais plus peur qu'on prenait le 2-2 que non qu'on marquait le 3-1. Mais ça, je continue à dire, c'est dérivé un peu du fait qu'on pouvait marquer le deuxième but en première mi-temps. Donc, je suis satisfait, mais derrière, faut quand même améliorer des choses. On en parlera parce que ça continue un peu le moment pas bien de Fonté, par exemple. Et bon, Yoro, rien à dire sur Yoro, franchement, parce que c'était son premier match titulaire. Et voilà. On va s'occuper des tops et flops tout de suite. Après, on reviendra dans la deuxième partie de l'émission sur le bilan, finalement, sur l'équilibre de cette équipe de Lille, qui est parfois à géométrie variable. C'est vrai qu'offensivement, il n'y a pas grand-chose à dire dans la mesure où, effectivement, il y a un élément, un détonateur, comme peut être Cabella ou peut être Ounas. Par contre, c'est vrai qu'au milieu de terrain, on se pose peut-être des questions et en défense, on s'en pose peut-être encore, mais on verra ça dans la deuxième partie de l'émission. Je vous propose de passer tout de suite au top et au flop. Et Baptiste n'est toujours pas là, alors je vais passer la parole à Christophe C. Quels sont les joueurs que tu as retenus en top et en flop à Lille? Et est-ce qu'à Toulouse, il y a un joueur que tu souhaiterais mettre en avant? Je vais commencer par le Toulousain en reprenant mes notes. Alors, j'ai bien aimé le match de Aboukal, l'attaquant, le petit attaquant devant. Je trouve qu'il fait quand même une prestation plutôt de haut niveau face à nous ce week-end. Je l'ai trouvé plutôt rapide, plutôt vif, technique. Il manque un petit peu de finition face à notre défense, mais j'ai bien aimé son match. Après, côté Lillois, je vais pas sortir forcément un joueur, mais je vais ressortir plutôt un groupe de joueurs. Je trouvais que devant, le quatuor Gomez, Bamba, David, Ounas a très très bien fonctionné. On a vu de belles choses. Ils jouent pas ensemble depuis très longtemps, ces gars-là, et je pense que ça laisse présager de vraiment de très bonnes choses. Et on a un petit groupe, hein, on va rien cacher, mais pendant l'échauffement d'équipe, j'avais mis un petit commentaire. J'ai été épaté déjà par le niveau technique de Ounas pendant l'échauffement. Il tentait des choses. On n'a personne de ce niveau-là, techniquement en tout cas, à l'échauffement, à l'entraînement dans l'équipe. Je pense qu'on a vraiment un joueur de grande qualité, de grande qualité. J'espère que ça se montrera dans le temps et que ça durera surtout. Tu veux les flops tout de suite? Oui, vas-y, va sur les Alors, flops. on y va. Alors, sur les flops, je vais mettre toute la défense parce que, et pour ça, je vais revenir à une petite stat. Alors, tu sais que j'aime pas trop ça, on va en profiter, Big Data est pas là. J'ai repris un petit peu des stats que j'ai trouvées. Alors, on a une défense qui a Diakité 21 ans, Fonté 38, Euro 16, Ismaili 32. Ça montre un peu ce déséquilibre, ce manque d'expérience chez certains. Et il y en a d'autres comme Fonté 38 ans. Au bout d'une demi-heure, il demandait à Chevalier de ralentir au maximum sous ses dégagements, gagner du temps pour qu'il puisse récupérer. Je pense qu'il y a un petit problème physique chez ce garçon en ce moment. Et il y a un chiffre qui va prouver ça, c'est que on a rarement vu Fonté, depuis qu'il est à Lille, perdre autant de duels. 38% de duels gagnés, 3 sur 8. C'est quand même compliqué pour lui. Et on a vraiment un problème dans l'axe. On s'est fait perforer plusieurs fois. Alors André Gomez, lui, vient d'arriver. Il est à 36% de duels gagnés, 5 sur 14. Alors franchement, Chevalier qui arrive à faire des arrêts et qui prend qu'un but, chapeau à lui. Donc voilà, je voudrais mettre la ligne d'avant en avant et la ligne de défense vraiment un petit peu arrière. Voilà. Je vais rebondir tout de suite sur Lorenzo parce que j'ai une petite question à lui poser.
Tu vas nous donner ton top et tes flops. Éventuellement, tu as le joueur qui t'a marqué à Toulouse. Mais Ounas, on en avait parlé il y a 15 jours, 3 semaines, et tu nous avais dit que tu l'avais vu, qu'il n'était pas blessé, qu'il avait été substitute, remplaçant finalement à Naples, et qu'à un moment, il jouait plus parce que justement, il était sur le quai de départ, le quai de la gare. Est-ce que tu es surpris par cette qualité technique? Toi qui l'as vu un peu plus que nous quand il était en Italie. Alors, ce que je peux dire, par exemple, les commentateurs en Italie disaient c'est incroyable comme ça, il n'a pas réussi chez nous dans le championnat de Serie A parce que franchement, au niveau de la technique et de la qualité, on l'avait vu, même à Naples, même à Crotone, quand il est parti après, il y a, je pense, un an et demi. Donc, au niveau technique, non, je ne suis pas surpris parce que ça se voyait, même en Italie. Et il faut avouer qu'ils ont un peu abusé en disant qu'il ne jouait pas du tout parce que ce n'était pas vrai. Spalletti l'utilisait bien à Naples, des fois il rentrait 20 minutes, 25 minutes, tu vois, il l'utilisait un peu comme le joueur qui rentrait et il pouvait déclencher quelque chose de nouveau. Et je l'ai vu, même physiquement, je ne l'avais pas vu si mal que j'entendais ou je lisais. Donc, au final, lorsqu'il a signé pour 4 millions, je me suis dit que peut-être c'était la bonne pioche. Et on commence à voir que même physiquement, il n'était pas si blessé ou si mal par rapport à ce qu'on écoutait ou qu'on lisait. Donc, je suis pas vraiment surprise parce que même l'année dernière, avec Spalletti, il avait joué. Il jouait pas titulaire. Difficilement, il était titulaire. Soit je pense qu'il a joué des matchs en Coupe d'Italie, je me rappelle pas. Mais quand il rentrait, il y avait toujours quelque chose. En fait, moi, l'année dernière, je me rappelle, je me suis dit, ah, quand même, Spalletti, il a compris comment l'utiliser, comment il pouvait un peu le rendre fonctionnel pour l'équipe de Naples. Au final, arrive en Ligue des Champions. Donc, je ne veux pas dire que c'est mérite à Ounas, mais que ce n'était pas si mal qu'il disait, en fait. Donc, pas du tout surpris, en fait. Alors, est-ce qu'il fait partie de tes tops? Absolument, absolument. Ah, quand il prend la balle, Ounas, tu ne sais jamais ce qu'il peut faire. C'est vrai que c'est un gaucher, donc normalement, c'est un peu un handicap parce qu'on sait qu'il va partir vers la partie gauche. Mais à un moment donné, même s'il rentre avec son pied gauche, il déclenche à chaque fois des situations nouvelles. C'est un peu comme Cabella. Franchement, c'est la même chose. C'est le joueur ou les joueurs, les deux joueurs, que quand il prend la balle, tu sais qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Faut avouer que les joueurs, avec ce type de technique, ils arrivent à s'adapter beaucoup plus facilement que d'autres. On voit que les échanges qu'il fait avec David ou avec Angel Gomez, ils sont très rapides parce que voilà, il comprenait, il comprend déjà c'est quoi la façon et le style de Fonseca pour jouer avec le LOSC. Et après, j'écoutais les d'hier qui disaient qu'en fait, Ounas, il avait été déjà pisté. C'est pas un joueur qui arrive comme ça au hasard le dernier jour de mercato. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un joueur très, très, très fonctionnel à ce que Fonseca veut proposer. Moi, je continue à répéter ça, mais je m'amuse vraiment. Quand on est bien, quand on commence à échanger la balle, je m'amuse vraiment. Il y a des moments où je dis oui, c'est ça que je veux voir dans mon équipe. Et l'année dernière, on n'avait pas du tout ça et on ne s'amusait pas. Donc, il ne faut toujours pas oublier cet aspect-là. Et avec Ounas, moi, je mettrais Jonathan David, même si pour l'évaluer, moi, je prendrais du temps dès qu'il revient de la Coupe du Monde à partir de janvier, parce que même l'année dernière, il a fait la deuxième partie pas bien. Il avait marqué jusqu'en décembre et après, je pense qu'il s'est bloqué pour 2 ou 3 mois. Mais pour l'instant, franchement, même Jonathan David, il est, comme on dit nous en Italie, il est cynique dans le sens que dès qu'il a une occasion, c'est but. Pour l'instant, c'est comme ça. On verra si ça va tenir. Et c'est pour ça qu'il faudra même un vrai neuf comme Bayo. Mais pour l'instant, rien à dire. Est-ce tu as des flops? Continue à mettre Fonté, je ne voudrais pas, mais je continue à le mettre. Je ne pense pas que ça soit un truc physique par rapport à Fonté. Et je trouve que, comme on disait la semaine dernière, il joue trop avec. Il y a trop d'adversaires qui lui arrivent en vitesse. Le même à Bouclal, à chaque fois qu'il prenait la balle sur le secteur gauche, tu avais peur qu'il pouvait déclencher quelque chose. Et vu qu'on joue quand même avec Ismaili et Diakité qui essaient d'attaquer, c'est normal que Fonté, par exemple, s'il y a un adversaire de la partie de son côté de la pelouse, il dribble ou il essaie à faire quelque chose, à chaque fois, ça devient difficile pour lui. La faute qu'il fait en première mi-temps, je pense que tout le monde se rappelle de cette faute-là quand il prend le carton jaune.
c'est en fait ça, c'est la faute d'un défenseur qui a compris qu'il n'est pas dans le rythme du match et il bloque juste l'action pour comprendre pas une contre et une action compliquée à marquer contre Toulouse. Est-ce que tu veux souligner un joueur toulousain ou pas vraiment? Je suis dans la même ligne que Abouklal, il a fait un bon match. Bah, en plus, il a été appelé en équipe nationale du Maroc et probablement elle va faire la Coupe du Monde. Donc, ça veut dire qu'évidemment, c'est un très, très, très bon joueur. Lui, je pense qu'il est né et il est grandi aux Pays-Bas parce qu'il jouait à l'AZ Alkmaar. Et un autre néerlandais comme Dalinga, lui aussi un peu dans le style de Jonathan David. C'est pas un vrai neuf, mais il a beaucoup, beaucoup travaillé pour l'équipe. Il a donné, je pense, 4 ou 5 passes clés. Donc, il a été vraiment. Je voyais, il prenait le ballon, il le conservait, il entendait un peu le rythme, le moment du match pour soit changer avec ses coéquipiers, soit attendre, prendre une faute. Et donc, c'était un neuf très, très, très utile. Ok, alors avant de continuer sur le table, je vois arriver Baptiste qui est sur la route, il ne devrait pas tarder, donc on pourra l'interroger. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, sur les commentaires de la page du Bistrot d'Alélos, qu'il y a beaucoup de réactions, beaucoup de top et flop. Alors on a par exemple Olivier alors, qui d'abord revient sur la priorité, c'était la victoire du match de Toulouse, car 3 défaites à domicile de suite, ça n'aurait pas plu. En top, il met Ounas, Yoro et Bamba. En flop, Fonte, Diakité et Gomez André. Je suppose que c'est André Gomez et pas Gomez et André. Enfin bon, il nous le précisera peut-être après. Union ou Inter? Pardon? Union ou Inter? Voilà, et, tout à fait. Donc Fabien le met plutôt au niveau des tops, André au four et au moulin et auteur d'une passe décisive. Olivier et André, il confirme bien que c'est bien André Gomez et pas André. Fabien réclame André en équipe de France, on y reviendra, c'était un souhait aussi d'Olivier Létang hier soir. Et salut, donc des bonjours, une question, on y reviendra peut-être tout à l'heure, est-ce qu'il faut prendre un nouveau gardien? Il faudrait penser à la défense aussi, donc on verra, on évoquera les problèmes de mercato tout à l'heure. Et Jonathan David, qui, pour Anthony, a marqué un très beau but. Christophe D, tu as une sélection à nous communiquer? Ah bah oui, mais d'abord, je veux noter Chevalier quand même, parce qu'on fait tout comme si un beau gardien, c'était normal. Et on jouait avec Jardim encore il y a 15 jours, quoi. Avec Jardim, on ne gagne pas ce match-là, on le perd, ou on fait match nul. Au mieux, on fait match nul. Non, et franchement, il a fait des sorties, il s'est imposé, il impose. Et je ne veux pas abuser, mais les sorties aériennes de Chevalier, c'est impossible de ne pas se rappeler à Mike Maignan. Parce qu'il arrive, il est très, très, très serein, très tranquille, il prend la balle. Voilà. Deux fois, 2 charges monstrueuses, il se mangeait un bus 2 fois, il ne relâche pas le ballon, les 2 fois. Il a pris un bus en pleine gueule. La plus belle citation de Twitter d'après-match, hein, l'histoire du bus qui fonce sur Chevalier. Là, le Toulousain, il a mis un bout de temps à s'en remettre, lui, il s'en foutait, hein, il attendait tranquillement. Non, mais franchement, ça fait du bien d'avoir un vrai gardien. Et je le souligne parce que j'ai tellement pas aimé Jardim, mais Gerbic, c'est pas le LOSC. Hein. Le LOSC, on a toujours des bons gardiens, on a ces trucs de gardiens, ils sont nuls, quoi. Voilà, ça faut le dire. Là, on a un super gardien. Peut-être qu'il faut en prendre un deuxième pour avoir. Je ne connais pas le niveau de Jakubec et de Rowe, mais bon, je ne sais pas. Et après, il y a un autre gardien, je ne sais pas. Enfin bref, non, on ne va pas revenir là-dessus. Mais Chevalier, c'est un top. J'ai beaucoup aimé Yoro, qui est un gars du VAM, le club qui vient de mourir cette année, hein, le VAM, une d'As Métropole, qui est mort il y a 15 jours, le club. Donc, il ne touchera pas l'argent du transfert de l'Euro au Real de Madrid, tant pis pour lui. Mais c'est quand même un gars qui aura 17 ans en fin d'année, je crois. Voilà, donc, et qui est quand même, la prestation qu'il a faite, elle est énorme. D'accord, on prend un but de sa faute sur une relance, sauf qu'André Gomez, il fait même 2 relances de merde en 20 ans. Il y a de la chance qu'elles ne soient pas interceptées et lui, il a plus de 30 ans. Donc, ce match de Euro, il est énorme parce qu'en plus, il a dû compenser tous les manques de Fonte. Donc, c'était quand même un très, très, très beau match. Après, j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai beaucoup aimé aussi André. Parce qu'André, des fois, j'aime moins, mais là, franchement, ça passe. Elle est magnifique. Mais dans le jeu, ouais, Benjamin André.
Ouais, pas l'autre. Et donc, dans le jeu, il a quand même mis des tampons et tout ça. Enfin, il est essentiel et c'est lui qui doit montrer le rythme. Et après, je vais pas mettre tout le monde en plus, mais Ounas et David, c'est bien. Bamba, c'est très bien. Voilà. Après, mon flop, j'en ai plusieurs. J'ai flop sur Fonte et j'ai un énorme flop sur Ounas. Parce qu'à mon avis, à l'entraînement, il fait des trucs de dingue. Et du coup, on se retrouve avec Bayo qui veut faire une roulette devant le but à 12 mètres du but alors qu'il a juste qu'à contrôler et à marquer. Et je pense qu'Ounas a une mauvaise influence sur ce groupe. Donc il faut reprendre Ounas, lui dire écoute, t'arrêtes maintenant. À l'entraînement, non. Tu feras ça en match, mais pas à l'entraînement. Parce que ça a une mauvaise influence sur le groupe et on l'a vu, on perd un but à cause de ça. Alors je dirais un flop à Ounas à cause de ça. La Et solution est toute trouvée. Hein. Après la trêve hivernale, Zegrova va revenir et il pourra prendre sa place. Voilà. Et lui, il va pas influencer le groupe. Tout le monde ne fera pas un crochet du gauche pour tirer leur but. Voilà, voilà, c'est mieux. On est méchant quand même. On est méchant. Que... Et à Toulouse, j'ai bien aimé Van Den Boonen, le capitaine, qui a une patte incroyable. Ce mec-là, il pose où il veut ses corners. Il nous a fait chier sur ses corners, mais d'une force. Ses coups de pied arrêtés. Et franchement, c'est un super joueur. Il joue propre et tranquille. Il est toujours placé. Enfin, j'aime beaucoup ce joueur-là. Donc, c'est vraiment voilà, très, très bien. Alors, il y a toujours des commentaires sur les réseaux sociaux. Je me fais rouspéter gentiment par Anthony, qui avait fait une dédicace pour Virx, le meilleur entraîneur des vétérans. Et je ne l'avais pas dit en direct, donc je le dis, Anthony, voilà, c'est réparé. J'espère que tu ne m'en voudras pas de cet oubli. Georges, est-ce que tu veux nous faire part de ta liste des sélectionnés pour l'équipe des flops et pour les sélectionnés pour l'équipe des tops? Bah là, passons après les autres, je pense que tout a été à peu près dit. Enfin, c'est vrai que j'ai envie de faire un flop sur la défense de façon collégiale parce que c'était un peu fluctuant. En effet, c'est compliqué de faire un flop sur Euro juste sur la boulette qu'il fait au regard du reste du match qu'il fait. Même Fonte, j'ai pas envie d'être aussi sévère que vous. Il a réussi un sauvetage sur sa propre boulette, ce qui est un concept, un moment, sur un contrôle trop long où il réussit à la sauver. Donc voilà, je me dis que peut-être que ça va faire revenir un petit peu. Même André Gomez, finalement, le garçon, je vais être très indulgent parce que j'ai vraiment l'impression qu'il joue méfiant. On sent qu'il a une très grave blessure et il n'en est peut-être pas tout à fait remis psychologiquement. Mais j'ai beaucoup aimé, par exemple, son geste de talent pur en fin de match, son petit extérieur que David rate de pas grand-chose, là, la passe extérieure qui est juste lumineuse, c'est lumineuse, et on sent que ce mec, il a un potentiel. J'espère qu'il retrouvera un vrai niveau. Donc, c'est des flops un peu fluctuants, même chose. Diakité n'a pas toujours été excellent, on ne peut pas le mettre en flop, mais donc c'est une espèce de constance de la défense où finalement ils sont rayés, hein, comme dit Christophe, le but que prend Euro, il peut être attribué à d'autres juste avant, parce qu'il y a eu au moins 3-4 relances plus que foireuses, et les tops, ouais, Ounas, André. Alors moi, pour varier un petit peu, je voudrais faire quand même sur 2 actions le top de l'avant-dernier geste et le flop du dernier. C'est notamment Tchel Gomez qui fait un crochet magnifique et derrière fait une passe au gardien de but. Et Bamba qui arrive au ballon, un petit pont pleine course et qui fait une espèce de tir au pigeon. Tu sais, il y a dû avoir le papegay, là, c'est le tir à la verticale. Alors, c'est 2 gestes fabuleux, malheureusement, conclus de manière absolument catastrophique. Donc voilà, mon top, l'avant-dernier geste de Angel Gomez et de Bamba et mon flop, leur dernier geste. Bon, alors, je ne sais pas s'il peut nous répondre. J'ai cru comprendre qu'il était dans une pièce où on ne branche pas la caméra, mais est-ce qu'on branche son micro? Baptiste, est-ce que tu es là? Je suis là, je vous reçois 5 sur 5. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bon, bonsoir Baptiste. Tu as vu, je n'ai pas dit dans quelle pièce tu étais où tu ne pouvais pas mettre ta caméra. J'ai été très discret. Hein. Mais tu disposes de quelques minutes, mais tu n'oublieras pas de couper ton micro au moment où tu tires la chasse. Il n'y a pas de problème. Donc Baptiste, est-ce que tu peux nous faire part de ta liste des tops et des flops et peut-être du joueur que tu as repéré chez nos amis toulousains? Ouais, bien sûr. Du côté des tops, de toute façon, je vais rejoindre un peu mes collègues. Bon, il y a forcément Damounas qu'on a trouvé en forme. J'aimerais aussi mettre en avant cette passe de Benjamin André qui est très, très lumineuse. Franchement, très bien. Après, forcément, je vais mettre un accent sur la titularisation de nos 2 mecs du cru, Lenny Hero et Lucas Chevalier, qui ont été très bons. Ça fait du bien, honnêtement, sur le jeu, mais c'est surtout les hommes
qu'on aime voir, on voit clair dans le projet. Après, au niveau des flops, je vais rejoindre un peu tout le monde, hein. José Fonte, qui malheureusement est un peu en dessous de ce qu'il faisait actuellement. C'est vrai que cette saison, il n'a pas encore montré son plein pouvoir, même si on sait que José Fonte, c'est un mec qui, à chaque fois, voilà, c'est la saison de trop et finalement revient en forme. Là, il commence à être bon. Après, du côté toulousain, je n'ai pas trouvé de joueur exceptionnel. Il y a Van der Boomen qui a fait 2-3 actions assez pas mal, même si c'est resté quand même assez limité. Donc, je n'ai pas trouvé un Toulousain vraiment fort dans le jeu. Je voulais refaire la petite aparté parce qu'en effet, je voulais insister sur ce Van der Boomen et Christophe explique que c'est un passeur assez incroyable et j'ai l'impression que tous les tirs dangereux, c'est lui le dernier passeur à chaque fois quasiment. C'est la courroie de transmission indispensable pour leur jeu offensif, quoi. Donc, moi aussi, je voulais revenir sur ce joueur que j'ai trouvé très plaisant de ce point de vue-là. Ok, donc on a fait le tour des tops et des flops. Il y a encore quelques commentaires. Patrice qui nous rejoint. Yoro, il y aurait mieux fait de le mettre Schbal dans le tribune. Bon, on va l'excuser hein, pour son âge. Je pense qu'il a fait effectivement ce qu'il a pu. En tout cas, il a largement compensé. Finalement cette faute par le reste de son match. Julien qui souligne l'expression, les fameuses actions assez pas mal qu'utilise Baptiste. Hein, donc, mais on ne le verra pas rougir. Donc, il n'a pas encore mis ça. Et Patrice qui revient sur ce fameux VDB, entre guillemets, qui nous dit qu'il faut l'acheter, ce Toulousain. C'est un crack. Voilà, je vous propose d'arrêter ici ce débrief du match. Il est 21h06 et de partir finalement à la deuxième partie de cette émission, une deuxième partie qui risque d'être assez étoffée. Donc, on va faire le bilan de cette première partie de saison du LOSC à la veille de la trêve internationale. Alors, la première question, je vais le corréler. On va toujours avoir en parallèle une interview qui a eu lieu hier soir d'Olivier Létang sur France Bleu, que je pense que vous avez pour la plupart écouté. En tout cas, on avait un témoin privilégié, donc s'il faut préciser quelques points, je me permettrai de rebondir là-dessus. Donc si vous avez des questions, allez-y, posez-moi des questions. On va changer de rôle, entre guillemets, exceptionnellement. Donc on va garder en parallèle cette interview parce qu'on a posé la question à Olivier Létang, notamment sur cette première partie de saison. Qu'est-ce qu'il en pensait? En gros, les supporters sont ravis du Jugo Bonito, comme on dit. On s'aperçoit qu'il y a un projet de jeu qui est intéressant, mais qu'à un moment, on aura peut-être besoin d'un punto bonito, c'est-à-dire qu'à un moment, il faudra que ça se paye en termes de points. Alors, quel est votre sentiment en tant que pilier de bistrot sur cette première partie de saison? Vous vous satisfaisez finalement de ce jeu à la Lilloise, ce jeu à la Fonsecase, ou finalement, vous vous dites, on a quand même perdu pas mal de points, et qu'est-ce qu'on va devenir d'ici la fin de saison? Qui veut commencer? Christophe D, pardon. Christophe D, puis après Georges. Non, moi je suis pas super satisfait, mais je suis pas déçu non plus. Je veux dire, je m'attendais à rien, je connaissais pas Fonseca, j'avoue, hein, j'avoue mon ignorance. Et quand j'ai vu ce qui est arrivé, j'ai regardé un peu ce qu'il avait fait, ce qu'il voulait faire. Je voyais que il voulait faire le beau, mais sans forcément avoir eu des résultats en conséquence. Mais ça me dérange pas trop. À la limite, si on joue bien, ça me va. Mais ce qui m'embête, c'est l'équipe défensive qu'on n'a toujours pas, quoi. On est quand même à 8 journées, 7-8 journées, je sais plus, j'avoue que j'ai 7 ou 8 journées. Et on n'a toujours pas l'équipe, on n'a toujours pas l'assise. On n'est toujours pas sûr de ce qu'on va faire défensivement. Et je suis très étonné dans le recrutement qu'on a fait, qu'on n'ait pas pris un autre défenseur central, quoi. Qu'on se dise, on va y arriver avec Alexandro qui vient de D2 et j'ai déjà dit plusieurs fois ici, pour moi, il n'a pas le niveau. Hein. Il aura peut-être un jour, mais pour l'instant, il ne l'a pas. Et je pense que Yoro est largement au-dessus d'Alexandro, par exemple. Et donc, on se retrouve avec Yoro, Font et Diallo, éventuellement, en défense centrale. Et malheureusement, Diallo a des absences. Yoro est super jeune et Font est vieilli. Il y a Diakité qui peut intervenir aussi en défense centrale. Ouais, mais même lui a joué, j'ai pas trouvé ça. Enfin voilà, le match qu'il fait à Marseille, je le trouve pas super, quoi. Je trouve pas super en défense centrale. Je trouve pas sûr. Comme disait, je sais plus qui disait ça, Christophe ou Georges, je sais plus, il a 21 ans. Et donc je trouve que
il nous manque quelqu'un, et je pense que Soumaoro, on l'a regardé, c'était bien, quoi. Sur Emery, quelqu'un de sûr, ou même Yves Davila. On a regardé quelqu'un qui avait de l'expérience et qui était costaud, je pense que c'était très bien. Là, ce qu'on a fait, pour moi, on fait une grosse connerie. Et je pense que c'est une grosse connerie de recrutement qui est liée à Fonseca, les temps, je ne sais rien. Mais pour moi, c'est une grosse connerie. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que Yoro explose ou que Diallo devienne sérieux. Là, c'est plus compliqué parce que Au ça fait pire, tu as quand même juste, il y a juste un mois, bon, 2 mois, on dirait, de compétition un peu moins. Et après la Coupe du Monde, ça sera déjà janvier. Donc, au pire, il faudra aller sur le mercato pour un défenseur. Je pense qu'il faudrait, je suis d'accord avec toi, hein, Lorenzo. Je pense il faut recruter un défenseur central d'expérience. Je pense qu'il en faut un. Parce que à un moment donné, il faut se dire, si Font ne va pas, il faut le remplacer. On remplace par qui? On va mettre Yoro et Diallo. Non, c'est pas possible. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à trouver quelqu'un. Parce que pour moi, on a fait une grosse erreur de ce côté-là. Donc, sur ce début de saison, je trouve que on peut faire des choses bien. Mais si on n'a pas une assise défensive, eh ben, on est en danger. On est vraiment en très grand danger. Et donc, je trouve qu'on s'est loupé là-dessus. Donc, mon bilan est mitigé par rapport à ça, parce que je me dis on va jouer d'autres équipes qui vont jouer le pressing haut, qui vont venir nous chercher. Et si on n'a pas une assise défensive qui est sûre d'elle, eh ben, ça va encore être très compliqué, quoi. Alors, quand on pose la question à Olivier Létang, il nous répond qu'il est satisfait du jeu, en tout cas, et de l'ambiance, parce que lui, son objectif, c'est d'avoir finalement un jeu plaisant et un jeu un peu à la Fonseca, finalement. Sur ça, je suis d'accord, hein, parce que moi, après, à chaque fois, je vois que vous êtes un peu moins d'accord sur le fait qu'il n'y a pas d'équilibre sur les défensif, et c'est vrai, je suis totalement d'accord sur ça. Mais j'avoue qu'il y a des moments cette année où vraiment je m'amuse à regarder des matchs du LOSC, et l'année dernière, je savais que ce n'était pas comme ça. Au pire, qu'on ne gagnait pas du tout. Et au pire, qu'à chaque fois, c'était une souffrance parce que c'était les 0-0. Les gars, on a fait des égalisations avec Bordeaux et Saint-Etienne, que cette équipe-là, cette année, ne ferait jamais dans la vie. Le 0-0 contre Metz aussi, jamais, jamais dans la vie. Après, c'est vrai qu'on n'a pas l'équilibre encore. Mais pour le reste, je suis d'accord avec les en tout cas, lui souhaite faire un point au terme de 10 journées. Alors, 10 journées, ça nous reporte après le match contre Lorient et après le derby. Deux adversaires qui sont actuellement, je vous rappelle, 3e, pour Lorient, c'est une information, hein, et 4e. C'est-à-dire qu'on a deux costauds qui arrivent. Alors, si on reprend l'adage faible contre les forts et fort contre les faibles, ça veut dire que les 6-7 premiers du championnat, on aura beaucoup de mal à remporter des victoires, alors qu'on va remporter des victoires contre les derniers. Et finalement, si l'objectif, c'est d'être 7e, comme actuellement, il n'y a pas de souci, la saison est assurée. Si par contre l'objectif, c'est d'être européen, et il nous a confirmé que lui, son objectif, à Olivier Létang, c'était de gagner tous les matchs. Et donc, à fortiori, à long terme, c'est être européen régulièrement. Est-ce que vous pensez donc qu'avec cette équipe-là, est-ce que c'est possible, ou comme lui, vous voulez attendre les confrontations contre Lorient et Lens qui vont être des adversaires vraiment symboliques et significatifs? Lorenzo, tu termines ou tu passes la main à quelqu'un d'autre? En fait, moi, je pense que si on trouve l'équilibre, si on arrive jusqu'en janvier, on n'a pas pris trop de buts et la défense a plus ou moins tenu, et donc on va acheter un défenseur sur le marché des transferts, je pense qu'il peut y avoir la possibilité, parce qu'au final, si on regarde le classement, on est là, on a les mêmes points que Lyon, on a un point moins que Monaco, un point plus que Rennes, donc on est là avec les équipes qui, entre guillemets, sont quand même obligées à aller en Europe. Par rapport à Lorient, c'est une équipe qui pour l'instant joue bien, mais je suis sûr et certain qu'ils vont un peu perdre des points dès que le championnat continue, même s'ils vont être la surprise cette année, je suis sûr et certain de ça. Et avec Lens, pour voir. Lens, ça fait 2 ans qu'ils commencent bien, et aussi à la fin de la saison, ils n'arrivent pas à tenir le même pas qu'au début. Donc, ça, je ne sais pas. Mais je pense que pour l'instant, c'est bien. Je pense qu'avec le PSG, avec l'OM, tu peux perdre. Donc, c'est entre guillemets normal, ça va. Et on a perdu 2 points à Nantes, un match qu'on pouvait peut-être gagner. Mais surtout, c'est la défaite à la maison contre Nice, que ce n'était pas du tout mérité. Mais là, vraiment, on a été un peu. Oui, on n'a pas joué intelligemment. Et on a perdu un match qu'on devait, selon moi, gagner. Donc, si tu me donnes les 3 points de Nice, on est à 16.
Et là, pour moi, ce serait presque parfait. Et donc, même un point de plus, mais je pense que plus ou moins la saison, c'est bien. Et juste pour conclure sur le défenseur central, il y a beaucoup de bons défenseurs qui sont arrivés en Ligue 1 dans des équipes beaucoup plus petites que le LOSC, comme par exemple à Brest. Il y a un national du Maroc, Achraf Dari, qui a bien commencé, même si Brest il est sur le fond du classement. Mais même à Lorient, on va le voir, il y a un national tunisien qui joue à Rubin Kazan, c'est Montassar Talbi. C'est un très bon défenseur, un mec qui pouvait tranquillement jouer à la place de Fonté dans certains matchs. Et donc, je ne comprends vraiment pas pourquoi le LOSC n'a pas jeté l'œil sur des joueurs comme ça pour prendre la place de Fonté ou quand même pour jouer la moitié de match de Fonté. Parce que vraiment, ça fait longtemps qu'on n'a pas un défenseur droitier à la place du Portugais. Ça fait 3 ans qu'il joue tous les matchs. Donc, vraiment, ça, je continue à pas comprendre. Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. On a Fabien, donc ses regrets du mercato Xeka et l'absence d'un deuxième bon gardien. Julien, j'ai peur qu'on soit un peu fragile derrière, recrutement un peu court, gardien numéro 2 derrière Chevalier, très faible. Patrice, pour le jeu de Fonseca, je crains qu'il aurait fallu garder notre Hollandais ou recruter un niveau équivalent. Fabien, pour Fonseca, j'ai l'impression que les joueurs portugais ont un collier d'immunité. André Gomes n'a pas le niveau et il est titulaire. Patrice, Fonseca est en train de découvrir la Ligue 1 et va devoir s'adapter. Et Fabien, c'est sûr que cette saison, on ne va pas perdre contre Bordeaux et Saint-Etienne. Vous pouvez continuer à réagir, on reprendra les commentaires en direct durant l'émission. Mais pas trop non plus, parce que sinon, on vous branche directement sur le bistrot et vous intervenez en direct. Mais n'hésitez pas. Christophe, est-ce que je peux te poser la question? Tu es plutôt Joga Bonito ou Ponto Bonito? Quel Christophe? Christophe, Christophe Day ayant déjà intervenu, à moins que tu peux Non, toujours... non, mais alors bonito total, quoi. Moi, j'ai encore la hantise des matchs où on devait monter en tribune pour aller voir René Girard et compagnie, où on s'emmerdait. Alors, on finissait troisième, quatrième, cinquième, je ne sais plus, mais on s'emmerdait total. C'était 1-0, on fermait derrière. Cette période-là, enfin, voilà, c'est pas possible. Je prends du plaisir à y aller. Alors, effectivement, je suis d'accord avec vous, on a un gros souci en défense. Mais en même temps, là, on joue avec un joueur Ounas qui rentre, qui joue titulaire parce que Zegrova est blessé. On a André Gomes qui effectivement est titulaire, qui a dû faire 2 entraînements collectifs. Donc voilà, il faut leur laisser du temps. On voit qu'il y a du niveau technique, on voit que Fonseca veut du jeu, veut de la technique. Ça me fait plaisir. On ne gagnera pas tous les matchs. Alors, fort contre les faibles, peut-être, ben, je m'en fous, je m'en fous. Je vois des buts, je vois des actions, je suis content. Faible contre les forts, effectivement, on a perdu 2 matchs. On a pris une fessée contre Paris, qui est quand même un poids lourd, on peut le dire, qui a fait un match incroyable à Lille. On a perdu contre Marseille, mais on n'a pas été faible contre Marseille. On a juste perdu un match, on perd un match 2-1. Et voilà, et on s'est fait un petit peu manger au milieu de terrain, mais encore une fois, avec une équipe qui est en recomposition, auquel il faut laisser du temps. S'il vous plaît, laissez-lui du temps. Et là, ça va s'installer et peut-être que techniquement, on arrivera peut-être à se sortir d'un pressing un peu plus fort d'une équipe comme Lorient ou d'une équipe comme Lens. Mais le temps, s'il vous plaît, laissez-leur le temps. Georges, tu veux rajouter quelque chose? Je voulais faire le point parce que tu évoquais même le bilan comptable. Pour anecdote, je regardais, j'ai lu un truc là-dessus, je viens de le confirmer. On est quasiment au même niveau de points. Tu évoquais la période Girard, la fameuse saison où Girard, on finit sur le podium, on est au même nombre de points. Mais là, il se trouve qu'en plus, on ne s'emmerde pas. Donc moi aussi, je pense que le jeu il importe. C'est pas que l'année dernière, on a quand même vécu une saison de purge avec une équipe sur laquelle il n'y avait aucun projet. Il y avait des plots offensivement. On allait au stade sincèrement pour se faire chier. Enfin, je repense aux 3 purges qui se sont succédées. Là, on a quelqu'un qui anime les choses. En plus, je voulais rajouter quand même sur le bilan comptable. On l'a évoqué. Il y a un petit côté en trompe-l'œil parce qu'il y a vraiment 4 équipes qui sont parties en fanfare cette saison. Il se trouve que parmi lesquelles les 4 équipes, il y en a une qui est un voisin avec lequel on a ce besoin constant de se comparer. Donc forcément, il y a un côté trompe-l'œil. Finalement, on n'a pas si mal démarré que ça d'un point de vue comptable. Et puis, finalement, ouais, il y a un peu les 3 défaites, ça a été évoqué. Nice,
ça tient que l'accident de parcours, la faute professionnelle et peut-être aussi un manque de stabilité défensive à l'époque. Contre Paris, la raclée qu'on prend, c'est marrant, j'ai vu Paris jouer contre Lyon. Il se trouve que eux, Paris, ont affronté Lyon avec un gardien de but, un vrai. Et même si on l'aime pas, et je pense que s'ils avaient un gardien fantoche comme celui qu'on a eu contre Paris, ils se prenaient à peu près la même sanction qui a été la nôtre. Alors maintenant, il y a le côté, Christophe le relevé, c'est vrai que ce qui m'embête sur la défense centrale, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont misé sur le postulat qu'il y avait un taulier, que ce taulier s'était fonte, avec quand même le facteur risque qu'on entend vivre actuellement, que Fonte ne revienne pas à un niveau qui a été le sien. Auquel cas, en effet, on se retrouve avec un Diallo hyper irrégulier et qu'en tout cas, je ne vois pas en patron de la défense centrale, même si ça peut être un excellent joueur, hein, mais actuellement, je ne le vois pas comme patron. Un gamin extrêmement jeune et un éventuel polyvalent qui lui-même n'est pas très âgé non plus. Donc, de ce point de vue-là, ouais, il y aura peut-être un truc à régler. On a pu stabiliser le poste de gardien, c'est quand même pas rien hein, sur les derniers matchs. Moi, je reste persuadé qu'avec Chevalier, on ne perd pas contre Nice. Quoi. Mais ben, voilà. Mais ensuite, on évoquait le flop d'André Gomez. Moi, je crois aussi, parce que pas oublier ce qu'on évoquait, et jusque Marseille, c'était clair, le problème d'avoir un milieu de terrain qui n'était pas assez musclé, qui n'était pas assez... J'aime beaucoup Ansel Gomez, mais pour moi, c'est plus un virtuose de devant. On a besoin, à côté d'André, d'un autre costaud, comme on avait des Xheka, comme on en a eu d'autres. Donc, peut-être que André Gomez, s'il revient à son réel niveau, parce que, pas oublier quand même qui ça a été. Hein. Le mec a été titulaire au Barça et pas un Barça de second cru. C'est quand même un excellent, c'est un sacré joueur. C'est une vraie pointure. On l'a vu, hein, je vous dis, il y a un geste classe qui nous permet. Actuellement, il n'y est pas. Il n'y est pas, clairement, ses premiers matchs, mais je pense aussi que Fonseca mise dessus parce que ça peut être le chaînon manquant de ce milieu qu'on n'a pas actuellement. Donc, à partir de là, je trouve que c'est très sensé les propos d'Olivier Létang. Alors, je ne sais pas s'il avait fait dans la perspective des 10 matchs de façon globale, mais le fort avec les faibles, faible avec les forts, il se trouve que les deux matchs qui arrivent sont deux vrais tests parce qu'on va jouer deux équipes qui, dans la situation que je jouais précédemment, sont deux équipes qui peuvent nous faire extrêmement mal. Contre Toulouse, on a vu que malgré tout, quand on prenait des tampons, on était enfin en capacité de réagir, contrairement au match de Marseille. Donc, ces deux matchs-là vont être les épreuves, pour moi, vont être vraiment des temps de vérité pas possibles. C'est là qu'on va se rendre compte réellement si on reste, selon l'adage, fort avec les faibles et faible avec les forts. Mais moi, je pense vraiment que ces deux matchs, par-delà l'idée du fait qu'on en sera à la 10e journée, vont être deux matchs sur lesquels il y aura beaucoup, beaucoup d'enseignements à tirer. Alors, il a mis du temps à montrer son vrai visage. Il est là avec nous. Il a fait une braderie ce week-end. Il a un magnifique maillot, comme le souligne Fabien. Baptiste, que penses-tu donc de ce petit tour de table? Quel est ton avis sur le sujet? Qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce bilan finalement de début de saison? Alors bon, tout d'abord, pour revenir à ce maillot, ouais, j'ai fait la braderie. Le problème, c'est qu'il est un peu trop grand. Bon, c'est pas grave. Il fallait pas acheter mon maillot, Baptiste. Là, tu l'as acheté à Pierre Bénès. Il t'a pas vendu cher, ça va, quoi. C'est sûrement ça. Non, mais pour revenir un petit peu. Est-ce qu'il est floqué? Est-ce qu'il est floqué? Pas du tout. Pas du tout floqué. Il faudrait. Je floquerai stock derrière. Je te conseille d'autres noms. On pourra te le faire dédicacer par Fernando. On contactera Fernando pour qu'il te le dédicace. C'est un maillot de sa génération. Ah, bah parfait. Donc, moi, du coup, je vais rejoindre entièrement sur ce que Georges a dit. Fort avec les faibles, faible avec les forts. On l'a vu de toute façon sur tous les matchs qu'on a vus. On a manqué au début de solidité défensive. C'est surtout sur ça que je vais axer mes propos. C'est qu'on n'a pas du tout été solide défensivement et ça s'explique sur le fait qu'au début de saison, alors c'est pas du tout pour parler de Léo Jardim sur le gardien, mais plus sur le profil de gardien. On joue actuellement avec 4. On jouait avec 4 défenseurs, vraiment, alors que là, on retrouve un Lucas Chevalier qui limite vient toucher, enfin, qui vient devenir un 5e défenseur central pratiquement. Il joue beaucoup plus libéraux. Là où Léo Jardim faisait un 6 mètres et revenait sur sa ligne, Lucas Chevalier fait un 6 mètres et avance. Là où Léo Jardim
défendait derrière, des fois derrière sa ligne. Lucas Chevalier défend devant sa ligne. Donc ça permet vraiment, limite à un Lenny Hero, un José Fonte d'être un tout petit peu plus haut, de laisser sa place à Lucas Chevalier et derrière d'aérer le jeu. Et en fait, on joue plus à 11 qu'à 10. Et ce qui a fait notre force avec Mike Maignan quand on a été champion, c'est qu'on a été à 11 et que forcément Mike Maignan était très présent dans le jeu défensif. Donc Lucas Chevalier va amplement nous aider. Donc c'est vrai que l'arrivée de Lucas Chevalier, on peut le dire, qui est certes un super gardien, mais c'est surtout un profil de gardien très intéressant au niveau surtout des ressorties de balles avec Paulo Fonseca. Donc c'est vrai qu'on a fait... l'arrivée de Lucas Chevalier est une très 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 bonne chose sur notre saison, enfin sur notre début de saison avant de cette trêve. Après, pour revenir sur les scores, etc., on n'est pas mauvais. Sur le jeu, on n'est pas mauvais. Maintenant, il nous manque encore alors, j'ai envie de faire une Gourvenec, hein, il nous manque encore ce petit truc, cette petite chose qui nous fera gagner Tu fais très bien le Gourvenec. Je me suis entraîné. Mais c'est vrai qu'il nous manquera encore cette petite chose pour aller s'imposer face à des gros clubs, mais je n'ai pas de doute qu'on va s'imposer face au RC Lens. Voilà, on a du mal face aux gros clubs, mais c'est tout. Alors, quel est... Gros club, RC Lens, je vois pas le rapport. Ah ben c'est exactement pour ça. Est-ce que je peux compléter les propos de Baptiste aussi? Vas-y, je t'en prie. Là où Lucas Chevalier fait un arrêt, Léo Jardim allait chercher le ballon au fond du filet, et ça fait aussi la différence. C'est vrai. Alors, justement, Lucas Chevalier, on en a parlé hier soir avec Olivier Létang. Ouais. Il nous a confirmé que c'était le choix de le mettre, de titulariser, c'était le choix de Fonseca, parce qu'il lui laisse la mainmise sur le sportif, et que s'il l'avait appelé un peu avant la communication de la décision, c'était plus dans le cadre de la gestion de la prolongation du contrat de Lucas Chevalier que pour lui prévenir des décisions sportives à court terme. Est-ce que vous pensez que justement, qu'est-ce que vous pensez de Lucas Chevalier globalement? C'est un choix fort, c'est la vitrine du LOSC en termes de formation. A priori, on devrait lui proposer une prolongation de 1 an ou 2 supplémentaires. Aujourd'hui, il est au club jusque 2025, donc il a déjà signé un bon bail. Si je me permets, en 2025, mais sur Transfer Market, il est marqué 2024. Donc je ne sais pas du tout, je ne vais pas déformer les propos d'Olivier Létang, mais je ne sais pas du tout si c'est jusqu'en 2024 ou 2025, ou est-ce que ça cache une prolongation d'1 an et après on peut le... Enfin, je ne sais pas. Voilà, bon, en tout cas, c'est inconnu. Voilà. En tout cas, la volonté du club est bien de le prolonger pour en faire une vitrine. Et il disait d'ailleurs dans son interview que c'est une volonté qui est là depuis quelque temps. Et c'est pour ça que l'année dernière, ils n'ont pas recruté de gardien. Ils étaient sur le gardien qui était à l'époque au Stade de Reims, Rajkovic. Et ils n'ont pas pris un gardien en contrat parce que justement pour se permettre de se donner le choix de faire rentrer Chevalier l'année suivante, alors que s'il y avait eu un gardien numéro 1, il serait encore là et Chevalier aurait eu la voie barrée pour devenir titulaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse? Est-ce que vous partagez cet avis d'Olivier Létang ou je te vois dubitatif, Christophe C. Mais je crois que c'est la seule partie de l'émission où il s'est un peu foutu de notre gueule quand même. Je pense que s'ils n'ont pas recruté un gardien l'année dernière, c'est pas pour préparer Lucas Chevalier au mieux. C'est surtout qu'ils s'y sont pris à la dernière minute et qu'ils ont recruté un gardien espagnol qu'ils ont vu sur vidéo, mais un gardien manchot, quoi. On est passé du football au zoo. Voilà. Il est croate. Ouais, voilà, mais on l'a recruté dans le championnat d'Espagne, c'est ça que je veux dire. Et encore une fois, il est retourné dans son club et il est toujours aussi mauvais. Enfin, il a été mauvais, il a toujours été mauvais, il le sera toujours. C'est qu'un gardien numéro 2, voire numéro 3 dans un club et on nous l'a foutu comme un bon gardien parce qu'il venait de l'Atlético de Madrid. Merci Franco. Pas le Franco, notre ami de l'Espagnol, évidemment. Et voilà, je pense que vraiment là, c'est la seule fois où il a vraiment été de mauvaise foi, je crois. Donc Lucas Chevalier, c'est un excellent gardien, c'est sans doute la meilleure recrue cette année. En tout cas, au niveau défensif, on en a un, c'est celui-ci. Alors, on n'a pas de défenseur central, mais comme disait Baptiste, on a un gardien. Juste pour vous dire, contre Toulouse, 5 tirs cadrés, 4 arrêts. Contre l'OM, 4 arrêts. Léo Jardim, 1 arrêt contre Montpellier. Et contre Nice, même pas noté. Il n'a pas fait un arrêt, ce gardien. Donc, enfin, ce gardien, ce jeune homme. Donc voilà, je pense que c'est un bon choix, c'est le choix de la raison, mais on n'avait pas trop de solutions de toute façon parce qu'on s'y est vraiment très très mal pris pour ce poste et depuis de nombreuses années. En fait,
Mais en fait, Lorenzo. moi, je pense que c'était pas préparé l'arrivée si vite à la titularisation de Lucas Chevalier, soit l'année dernière, où en fait, je suis d'accord sur le fait que toi, tu prends un gardien qui est le deuxième à l'Atlético Madrid, juste parce qu'à un moment donné, tu n'as plus de gardien, tu sais pas qui chercher, et tu dis, OK, on voit les grosses équipes, il y a qui comme deuxième gardien qui peut bouger, et déjà, c'est une équipe comme l'Atlético Madrid. Son numéro 2, c'est vrai que Oblak, il est gardien, il est titulaire tous les matchs. Mais s'il le laisse partir comme ça veut dire que évidemment c'est pas vraiment un phénomène. Et à part ça, moi je pense que même cet été, s'il aurait eu l'occasion de prendre un bon gardien ou un gardien quand même plus connu, il l'aurait fait en laissant Chevalier comme deuxième, en jouant, je sais pas, la Coupe de France ou des matchs en particulier. Donc la chance, c'est que je pense que Chevalier, au niveau du mental, il est vraiment très 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 concerné et il peut déjà être titulaire parce que je n'ai pas l'impression qu'il sent beaucoup la pression, ou tout ce qui a été la pression pour le faire arriver comme titulaire, parce que quand même, les supporters, ils commençaient à chanter son nom avant qu'il puisse être gardien titulaire du LOSC. Il n'a pas du tout souffert ça veut dire qu'au niveau du mental, on a déjà quelqu'un qui me semble vraiment sur la ligne de Mike Maignan, qu'en Italie, il est arrivé après le titre avec le LOSC, il a gagné notre titre avec l'AC Milan en étant un des joueurs les plus importants, même ici. Donc, Alors, je te passe la parole, Christophe, dès tout de suite après, mais je voulais juste préciser, Lucas Chevalier, il y a eu quelques interviews des gens qui l'ont accompagné cette semaine dans un magazine dont le nom m'échappe, et il y a notamment Jérémy Janot qui soulignait sa capacité, sa force mentale et son statut de meneur de groupe. Il avait 19 ans l'année dernière à Valenciennes, et dans les vestiaires, à la mi-temps de match de Ligue 2, c'était lui qui remontait les bretelles à tout le monde pour les remotiver, pour les remettre en avant. Donc ça démontre bien qu'il a, à la fois ses capacités de gardien, de technique, mais il a aussi un mental à toute épreuve qui devrait lui permettre de garder sa place de titulaire, sauf bien sûr blessure ou expulsion. Christophe D, Ouais, pour prolonger ce que tu disais, il y avait aussi l'entraîneur des Gardiens de Toulouse, Eric Alibert, qui disait que quand il était au LOSC, il connaissait ce joueur-là et qu'il disait que c'était un joueur avec un très gros tempérament. Mais moi, je trouve c'est qu'on a merdé, le LOSC a merdé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on avait Hervé Kofi dans l'effectif, dans les joueurs possibles, sauf que on a vu Hervé Kofi, il n'y avait pas le bon agent. Donc, il n'y avait pas le bon agent, donc du coup, on l'a laissé partir parce qu'il n'y avait pas d'agent qui allait bien. J'en veux pas à Campos, machin compagnie, Galtier, mais ils font chier quand ça y est. Donc, du coup, avec Office s'est barré, il est meilleur gardien de Belgique depuis 2 ans et il sera toujours meilleur gardien. Et du coup, on a perdu 2 ans avec, comme disait Christophe, voilà, avec la passoire Garbage, la passoire Jardim. Et on a perdu 1 an, enfin pas 2 ans, mais 1 an et demi avec ça. Après, ça fait la chance de Chevalier. Chevalier, il a été rapporté par des gens qui le connaissent très bien au niveau de la sélection de l'équipe de France, tout ça, c'est un crack. Donc, qu'on le fasse jouer, c'est super. Je disais par rapport au match à Marseille que c'était un peu, comment dire, c'était tout ou rien de le faire jouer à Marseille, stade comble à Marseille, guichet fermé, faire jouer le match en disant vas-y, tu reprends ta place, tu vas jouer avec Lille. Le gars, il a 20 ans, il aura 21 ans, pareil, dans quelques jours. Et il a assuré, il a été super bien, il était très bon. Et là, le match contre Toulouse, on ne peut pas lui reprocher grand-chose non plus. Et il a rassuré sa défense. Et je pense qu'on a vraiment affaire à un crack, donc il faut le traiter comme tel, c'est-à-dire qu'avec beaucoup d'humilité, en lui disant écoute, fais ce que tu sais faire et on va y aller. Et il faut que ce soit notre gardien titulaire. On a quand même, c'est quand même super rare d'avoir un gardien qui soit à cette maturité à cet âge-là. Même si on dit que les jeunes sont de plus en plus mûrs, on voit le gardien de Nantes, comment il s'appelle Alban Lafont. Ouais, Alban Lafont. Il a été très très fort à 19-20 ans. Il a eu un gros trou derrière et il est revenu après. En Italie, ils l'ont pas aimé du tout, hein, la Fiorentina. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc je pense que Chevalier, il doit rester à Lille et au moins encore 20 ans avant de se barrer. Voilà, au moins 4-5 ans avant de se barrer. Ah, dans 20 ans, il aura l'âge de José Fonte. Hein. Voilà, et donc il pourra jouer libéraux et puis remonter ses chaussettes et dire oh là là, ça court vite. Mais non, c'est. T'es gardien de but sur un gars 40 berges.
Non, mais je pense que Chevalier, il faut qu'il reste à Lille, qu'on bâtisse dessus et qu'on dise, qu'on donne sa confiance et qu'on lui trouve un vrai remplaçant au cas où. Parce que, après, je sais pas, comme je disais, je connais pas les remplaçants hors Jardim. Mais Oui. non, mais je sais pas, il y a quelqu'un qui a parlé. Ouais, c'est moi, je disais, les remplaçants, enfin, Yacoubèche était numéro 1 en Belgique, qui n'était pas non plus hyper mauvais. J'avais vu passer des tweets sur le fait que pendant ces matchs de préparation, il n'avait pas été mauvais. Après, bon, forcément, il y a Jules Roux et Tom Negrel aussi. Bon, après, est-ce que ça fait un bon numéro 2? C'est assez bizarre, mais je reviens, mais je me permets 20 secondes. C'est que la situation, elle est quand même bizarre sur le cas Chevalier. On parle l'année dernière, on prend un gardien en prêt exprès, parce que bon, Jardim n'est pas bon. On prend un gardien exprès en prêt pour que Lucas Chevalier fasse toute l'année prochaine. Donc, on prend donc Garbitsch en prêt, on s'y prend à la dernière seconde, comme l'a dit Christophe tout à l'heure. Et ensuite, quand on revient, on met Léo Jardim, qui n'avait pas été bon et qui avait été remercié pratiquement par le LOSC, qu'on met en numéro 1 et qu'on met Chevalier numéro 2. Alors, pourquoi déjà on met Chevalier numéro 2? Est-ce que c'est parce qu'il n'était pas prêt ou pas? Pour moi, le choix de Fonseca était clair. Quand il est arrivé, il a voulu complètement mettre Léo Jardim en numéro 1 et Chevalier en numéro 2. Est-ce que c'est parce qu'il parle portugais? C'est parce qu'il a de l'expérience? Je ne sais pas, mais pour moi, Fonseca, avec la pression qu'ont mis les supporters du LOSC, et forcément le niveau de Jardim qui n'a pas été convaincant, ça a fait passer Lucas Chevalier devant. Mais quel match a fait fin? Est-ce que c'est le match avant Marseille qui a fait chavirer? Est-ce que c'est toutes les prestations de Jardim? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou pas? Il y a forcément un truc, parce que pourquoi lancer Chevalier face à Marseille, qui est l'un des matchs les plus compliqués de Ligue 1? Ça, j'ai du mal à comprendre le plan du LOSC. Pourquoi avoir lancé Chevalier? Alors, c'est très bien, il a fait un très bon match face à Marseille, mais pourquoi l'avoir lancé là et pas l'avoir lancé avant face à Ajaccio? Il aurait clairement pu avoir sa chance. Donc, c'est vrai que c'est une situation assez bizarre. Maintenant, on va profiter qu'il soit numéro 1 avec nous et ça fait énormément de bien, parce qu'au-delà d'un super joueur, c'est un homme et c'est un mec comme ça qu'on veut pour le derby, avec les Niro, des mecs qui viennent du creux, des mecs qui savent ce que représente un logo, des mecs qui savent que gagner contre Lens, c'est pas que gagner 3 points, c'est gagner une fierté, un honneur, et ça va faire du bien. Oulala, sur cet envolé, Christophe, vas-y. Ouais, par rapport à ça, Baptiste, j'ai un point, c'est par rapport au match de préparation. Je pense que Chevalier, il est à peu près à hauteur avec Jardim. Et j'en ai déjà parlé ici, il fait un super match espagnol. Il fait une grosse boulette, mais c'est Ramé, l'arrière-gauche, qui lui met une en plus de Burlé, ouais. Voilà, il veut la contrôler, il aurait dû la pousser. Peut-être que ça a mis un doute à Jardim, à Fonseca, en disant: est-ce que le gars est prêt? Est-ce que machin Et Jardim n'a pas fait de grosses conneries. Il a été mauvais comme d'hab, mais sans faire de grosses conneries. Et donc, du coup, peut-être qu'il s'est dit: bon, ben, je vais assurer le coup en démarrant avec Jardim. Et comme il avait dit au tout début de son première intervention, en disant: Chevalier aura sa chance. Dès le départ, il l'a dit. Il a dit: il n'y a pas de numéro 1, il n'y a pas de numéro 2. Chevalier aura sa chance. Donc, tu vois, j'en reviens là-dessus. Je ne pense pas qu'il est parti en bille en tête en disant Jardim. Je pense qu'il voulait, il a voulu se rassurer, entre guillemets, en disant: peut-être que Jardim, qui a 26 ans, 27 ans, est plus sûr que Chevalier, qui a 20 ans, et qu'on va le démarrer comme ça. Et si ça ne marche pas, je changerai, quoi. Sur les échanges qu'on a pu avoir, c'est effectivement cette notion d'expérience qui semble-t-il, a fait la différence au début de saison, ou du moins dans ce stage de pré-saison. À la limite, il prenait moins de risques en mettant Jardim en début de saison plutôt que de mettre directement Chevalier. Après, est-ce qu'il fallait le faire rentrer à Marseille avant ou attendre le match suivant? C'est un vrai sujet, mais ça, je pense, un vrai sujet de vestiaire. C'est-à-dire qu'à un moment, peut-être que les autres joueurs ont senti une perte de confiance vis-à-vis du gardien par rapport aux quelques fautes qu'ils ont constatées durant les matchs précédents. Et il y a peut-être eu un moment, effectivement, où il a fallu agir, il a fallu avoir un acte managérial fort et imposer effectivement Chevalier, même si c'était un match qui était un peu compliqué. Alors, je voulais juste donner quelques informations sur les réseaux sociaux. Après, je te passe la parole, Georges. Après, c'est pour toi. Patrice revient un peu sur cette notion. On a un peu contesté ce fait que Chevalier avait été programmé à long terme pour arriver titulaire cette saison au LOSC et que ça avait engendré finalement un gardien en prêt. C'est quelque chose, et Patrice nous le rappelle, qui a été évoqué à plusieurs reprises dès l'année dernière par les
les dirigeants du club, notamment quand on pouvait les croiser à droite à gauche, en disant effectivement, Chevalier a été prêté, il a été prêté à Valenciennes, puis je vous rappelle qu'il a été prêté à Valenciennes, il s'est blessé et que Valenciennes, à ce moment-là, en tout début de saison, a voulu nous le renvoyer. Et ce sont les dirigeants lillois qui ont dit à Valenciennes, non, vous le gardez, il retrouvera sa place de numéro 1 très certainement. Nous, on est très confiants, mais on souhaiterait qu'il reste chez vous pour reprendre de la bouteille. Donc, je pense que ça valide un peu cette notion de stratégie à long terme. Après que le choix de Gribic se soit fait de façon précipitée, vous avez certainement raison, mais en tout cas, le choix d'un gardien prêté et pas d'un gardien, en tout cas, acheté, peut paraître plausible. En tout cas, c'est la version actuellement mise en avant par Olivier Létang. Donc après, chacun en pensera ce qu'il veut. On a Stéphane du Citadel Lille, un habitué du bistrot, qui nous dit prolongation, ça veut dire salaire adapté surtout, effectivement. Hein, les aspects pécuniers sont prioritaires. Il dit qu'on est tout à fait d'accord avec l'analyse qui a été faite sur Kofi. Et donc, Negrel ne joue pas et Hérault est clairement le numéro 4. Et il dit Jacques Koubetch dit la passoire. Donc, je lui laisse la responsabilité. Il connaît bien l'intérieur du club. Donc, je lui laisse la responsabilité de cet avis. En fait, en suivant le discours qui faisait Christophe, je pense, par rapport aux joueurs que Campos avait ramenés et beaucoup de joueurs qui n'ont pas eu la possibilité d'être titulaires ou quand même de jouer sous les couleurs du LOSC. Moi, j'ai regardé Shaw, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, il était arrivé depuis une équipe d'Angola et il n'a jamais été titulaire au LOSC, il n'a jamais joué, il a fait 0 minutes. Par exemple, moi, je l'ai vu avec Ludo Goretz en Bulgarie, il jouait contre le Betis en Europa League et franchement, je me disais, le milieu, c'était pas mal, c'est en 98, donc il n'est pas vieux non plus. Et voilà, c'est un des joueurs, par exemple, une des pioches qui était arrivé avec Campos, et qu'on n'a jamais eu la possibilité de voir, ni de le juger, parce qu'on ne l'a pas vu. On ne pouvait pas dire ni si c'était bon ou pas. Et donc, voilà, ça continue sur la ligne des Kofi, des Yacoubet. Kofi, je pense, non, il a joué 2-3 matchs. Kofi, il a joué. C'est la ligne de trading de Gérard Lopez et de Luis Campos. C'est-à-dire qu'à la fin, donc à l'arrivée d'Olivier Létang, il y avait 110 joueurs professionnels sous c'est ça, on est sur une armée mexicaine, donc forcément, il y en a plein comme qui ça joue à 11. 110, ça veut dire que tu ne peux mettre sur l'équipe que 10% finalement de l'effectif. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient dans l'équipe réserve, qui n'avaient pas vocation à alimenter l'équipe principale, mais il y a un vrai sujet, et en dehors de l'aspect financier de cette armée mexicaine, sportivement, ça bloquait, en plus, ça bloquait le centre de formation, parce qu'on l'a déjà vu ici avec notamment Stéphane et avec Jean-Michel Vandamme, les jeunes qui pouvaient aller au centre de formation envoyés par les clubs régionaux, hésitaient à venir au LOSC parce qu'ils savaient qu'ils allaient se faire passer devant des joueurs portugais ou brésiliens qui étaient recrutés par la filière du modèle de trading. Georges, tu voulais parler, je t'ai interrompu. Je voulais revenir un petit peu justement sur le cas des gardiens pour dire un petit peu sur ce qui est détaillé, notamment par rapport à Jardim. Alors, petit aparté, je rejoins un peu Christophe sur le côté du choix de Gerbic, soi-disant dans un premier temps, on l'a pris en prêt, ça nous permet. Non, je pense surtout, moi j'ai l'impression que Létang, il me fait penser un peu, tu sais, au mec qui n'a pas révisé du tout le bac pendant toute l'année. Là, il n'a rien foutu pendant toute la saison au niveau du recrutement du gardien. Et puis, le dernier soir, il dit, je vais prendre un sujet au pif, et puis avec un peu de bol, ça passera. Je crois qu'il a vu un gardien. André Gomez, ça a été la même chose. Hein. C'est possible, on verra. Mais ce que je voulais dire à propos notamment de la gestion des gardiens de but, pas oublier un truc quand même, parce qu'on parle de Jardim qui a été mauvais. L'année dernière, quand il reprend la place de numéro 1 après le match catastrophique de Gerbic au PSG, Jardim aligne de très très bons matchs. À Montpellier, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a toute cette série de clean sheet. Je me souviens aussi de Jardim, une première fois en Coupe de la Ligue, qui avait remplacé Mike Maignan, où il avait été excellent. Et pour moi, Jardim, c'est le prototype du numéro 2. Le numéro 2, c'est un gardien de but qui est condamné à l'exploit, qui est souvent sur le banc et à qui on fait appel. Le titulaire, c'est beaucoup plus compliqué. Il a la pression à gérer de ce qui pousse derrière le titulaire. Baptiste, on ne parlait pas de toi. Hein. Le gardien de but remplaçant, il
il est amené finalement, il n'a rien à perdre, il peut faire que des exploits. Quand tu es titulaire, tu crains toutes les erreurs. Et en fait, moi j'ai l'impression, et on l'a vu, Jardim a toujours été mauvais à partir du moment où il était numéro 1. Il a été mauvais donc en début de saison, l'année dernière, sans être catastrophique, il n'est pas bon. Cette année, il est carrément catastrophique et on voit clairement, pour moi, il n'a pas la stature d'un titulaire. Ce qui me permet de penser que peut-être que ça pourra quand même faire une bonne doublure et qu'on a peut-être réglé le problème du numéro 2. Mais par contre, dans l'idée, quand et pourquoi il n'a pas fait rentrer plus tôt, moi je trouve que, je ne sais pas si c'est fait volontairement, mais en tout cas, ce qui est très intéressant, en maintenant Jardim, malgré quelques matchs foireux, c'est aussi un message, je pense, qui est envoyé à Lucas Chevalier, qui construit, parce que, admettons, il le vire après sa première boulette, Chevalier arrive là en se disant, putain, on a un entraîneur qui rigole pas, la première connerie, on est dehors. Là, il sait quand même qu'il a une assise, que l'entraîneur va lui laisser un temps, et c'est pas rien. Donc, avant un match aussi important que celui de Marseille, il y a deux de pouvoir lui dire, tu as vu le gardien qui était là avant toi, je lui ai laissé sa chance, il a eu tout son temps, il n'a pas fait ses preuves à un moment où je suis obligé de le sortir. Donc toi, si ce soir à Marseille, tu te trouves, c'est pas grave. Je pense que pour mettre le gars en confiance, c'est quand même la meilleure des choses. Et donc, de ce point de vue-là, moi, ça ne me paraît pas incohérent. J'en ai fait, il y a deux gardiens qui sont un peu mano à mano. Il y a des choix qui sont… Alors, est-ce que c'est le choix de la langue? Est-ce que c'est le choix de l'expérience? J'en sais rien. Mais ça doit se jouer à pas grand-chose. Et à partir du moment où on reste sur un choix, il ne faut pas oublier vraiment que le poste de gardien de but, c'est un poste très particulier. On ne peut pas se cacher, ce n'est pas possible de faire autrement. Le titulaire, enfin la concurrence, elle est impitoyable. Sur n'importe quel autre poste, un joueur de champ, il peut basculer. On peut jouer avec deux avant-centres, on ne peut pas jouer avec deux gardiens de but. Les limites du truc, Georges, c'est que même en étant numéro 2 l'année dernière, il avait quand même une certaine fragilité. Souviens-toi du match à Lyon. À Lyon. Mais par exemple, je reviens là-dessus, c'est un peu le match bascule, je trouve, parce que c'est le match où il commence à devenir le titulaire. On a un peu l'impression que c'est là que ça bascule, parce qu'il fait 80 minutes énormes à Lyon et les 10 dernières minutes sont catastrophiques. Et c'est un peu, moi j'en reviens à cette idée. Moi, je l'ai vu, c'est pas que j'ai vu un gardien de but qui n'avait pas d'aide, j'ai vu un gardien de but qui était traqué. Et pour avoir quel gardien de but moi-même, je sais qu'un gardien de but qui joue derrière sa ligne, c'est un mec qui est en déficit de confiance absolue, quoi. Et je crois qu'il n'est juste pas fait pour être titulaire, simplement. Enfin, moi, je l'ai jamais trouvé énorme. Mais j'ai trouvé pas gardien du tout. Il y avait beaucoup de chance, il y avait des poteaux qui ils sortaient jamais. Enfin, ils étaient tous sauf rassurants, quoi. Moi, j'ai jamais mais il fait quelques… Par rapport au fait que le numéro 2 a beaucoup moins de pression, je peux vous dire que par exemple, Grbić, il n'est pas du tout critiqué en Espagne. Moi, je regarde le soir le Chiringuito et par exemple, il parle d'un bon gardien, de quelqu'un que oui, il peut être le deuxième à Oblak et ça va. Même si il n'a pas été parfait non plus cette année en Liga quand il a joué les 2 matchs qu'il a joué. Mais vous voyez, il n'y a pas vraiment une critique féroce contre lui, pas du tout. Donc là, je suis totalement d'accord qu'en étant numéro 2, il est plutôt tranquille. Après, les Madrilènes ont peut-être vu ces matchs avec le LOSC, hein, c'est pour ça qu'ils ne critiquent pas. Hein. Non, mais il y avait des gens qui disaient non, mais l'année dernière, il a joué en France, il était numéro 1, blablabla. Moi, je disais, ouais, mais quand même. Non, mais pour revenir 20 secondes à ce que disait Georges, d'ailleurs, on l'a vu quand Mike Maignan est sorti en dernier match de poule de Ligue des Champions, Léo Jardim qui jouait 20 minutes a été bon. Cette année, en 8e de finale en Ligue des Champions, Jardim a été bon. Il a entièrement raison. Moi, je pense qu'on a trouvé vraiment notre gardien numéro 2. Après, est-ce qu'il va accepter cela? Parce que je rappelle, quand il est arrivé, il devait être numéro 2 et prendre la place de Mike Maignan numéro 1. Ensuite, on lui a mis Jardim dans les pieds. Il était numéro 2. Il est repassé numéro 1. Il a continué à être numéro 1. On a remis Chevalier et passe numéro 2. Est-ce que vraiment il va accepter cette période de vraiment numéro 2, quoi? Je ne sais pas vraiment s'il va pas… Alors, soit c'est un super mec qui va dire « Ok, je vais mettre numéro 2, je vais encadrer Lucas, etc. » Ou il va dire « Moi, j'en ai marre, je vais me casser. » Et dans ce cas-là, on se retrouve avec on n'a plus de gardien, ou on se retrouve avec les Koubèche. Il va où s'il se casse? Il va où jouer numéro 1? Mais au rugby avec son jockey. Il n'y a pas de gardien. Attends, le marre. Alors, pour clore ce sujet de gardien, on a Ignis qui est un vœu pieux, un retour de Enyama pour finir la formation de Lucas Chevalier. On a Stéphane donc, qui nous dit le problème, c'est que si on remplaçait Jardim trop tôt et que Chevalier va se rater, on n'avait plus d'autre solution. Donc pour lui, il faudrait rapidement un défenseur central qui confirme qu'il est du même avis que nous et qu'il faudrait se pencher sur le poste de gardien numéro 2.
Patrice pense que le déclic, c'était le match à Nice. Et puis, il souligne aussi que Léo Jardim n'était pas forcément dans les meilleures conditions avec un public qui célébrait Ouais, son gardien ça, c'est numéro vrai. 2 Ça, c'est vrai. au Ouais, début c'est de dommage, chaque quoi. match. Vous avez tous regardé ou écouté l'interview d'Olivier Létang sur France Bleu dans l'émission de l'excellent Sylvain Charlet, qu'on salue au passage. Est-ce qu'il y a des passages sur lesquels vous souhaitez revenir? Il est Oh oui, 21h49. Il y a des sujets que oh vous oui. voulez évoquer? Qui a dit oui? C'est moi, je vais revenir Baptiste. parce qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas, et je pense que, bon, ça doit être un François parce que j'ai une chance sur deux, mais qui a posé une super question Hier, c'était Olivier Létang face au François, hein, pour face à parodier François. ce titre d'émission politique des années 90. Emmanuel Macron est confronté aux Français, Olivier Létang, c'est au François. Et ouais. Non, moi, la question vraiment, c'est sur le fait je vais arriver à de l'objectif, pardon, l'objectif du classement. C'est Ouais. vrai qu'on a l'habitude d'avoir Olivier Létang qui prend la parole et là qui dit oui, on veut être dans le top 5, etc. Et là, il annonce vraiment qu'on veut se qualifier tous les ans pour la Coupe d'Europe. Donc, c'est peut-être un beau passage, entre guillemets, qu'on a eu sur le fait que vraiment, il annonce les objectifs du club. En fait, il était plus nuancé. En tout cas, moi, je l'ai compris d'une façon un peu plus nuancée. Il disait que l'objectif à long terme, effectivement, c'est chaque année être le plus proche possible d'une place européenne. Mais il ouvre un parapluie en disant que l'objectif, de toute façon, de l'équipe, c'est que l'équipe gagne tous ses matchs cette année, ou le plus de matchs possible, et qu'effectivement, la priorité, c'est plutôt le jeu et, et finalement l'adhésion de l'ensemble de ce qui tourne autour du LOSC, autour du projet sportif, et que finalement, la qualification secondaire qui est intéressante, elle est optionnelle, entre guillemets, mais on est sur un discours à double lame ensemble, et effectivement, on peut le traduire des deux façons. Donc, le beau jeu, la qualification européenne, on revient sur le fameux discours Juga Bonito ou Punta Bonito. Finalement, c'est toujours la même chose. En tout cas, il l'a redit, effectivement, qualification européenne, ça peut être effectivement la 5e place, la 6e, ou ça peut être la Ligue des Champions, tout en précisant que pour lui, il y avait vraiment 3 grosses équipes. Il y avait Lyon, Marseille et Paris, et que derrière, il y avait toute une série de challengers. Il n'a pas cité un club que c'est... On est sûr de Lyon? Pardon? On est sûr de Lyon? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait 3 gros favoris, il y avait des outsiders derrière qui avaient des places à prendre dans cet interstice qui permettrait d'accrocher un accès-site européen. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voulez aborder sur cette interview d'Olivier Létang? Lorenzo? Ouais, non, je vais juste, Non. entre guillemets, je vais pas dire applaudir, je vais pas revenir sur l'interview, mais revenir sur plus la forme. C'est toujours bien d'avoir un homme qui vient comme ça sur les radios locales, etc. Ça renoue le lien parce qu'on sait que voilà, l'année dernière, on se plaignait souvent voilà, que les joueurs venaient pas au micro, qu'on avait du mal à avoir la proximité. On se plaignait qu'Olivier Létang allait souvent voilà, voir ses copains Daniel Rigolo sur RMC ou passer dans le Late Football Club. De Canal+, entre 23h et minuit pour avoir 3 personnes qui regardent et encore 200 mortes. Et un regarde le journal du Hard. Donc, c'est vrai que c'était compliqué. Donc, c'est toujours bien d'avoir un président. On se plaignait que ça faisait 2 ans. Je crois que c'était il y a 2 ans qu'Arnaud Pouille, président d'un club ami de Christophe Diex, qui était là. Et donc, Et la ça fait honte, du il est bien parti. d'avoir... comme par hasard. Mais non, mais ça fait toujours du bien d'avoir un homme du LOSC qui vient clairement afficher ses ambitions et qui répond aussi aux supporters qui étaient là au standard. D'ailleurs, Ouais. tu viens de dire un mot, Moi, hein. j'ai Tu viens de dire un mot, Baptiste, excuse-moi. Tu viens de dire un mot, c'est qu'il parlait supporters, et ça, Julien l'a remarqué également. Oui. Il a arrêté de nous appeler pour nous prendre pour des fans, parce encore une fois, on n'est pas des fans, on est vraiment des supporters, et ça, il l'a bien utilisé. Et juste sur la forme, j'ai trouvé ça plutôt agréable à écouter. Alors, il a toujours un discours préparé, mais je pense que c'était plutôt cordial, c'était agréable à entendre. Il y a eu un vrai échange, que ce soit avec Sylvain ou avec vous, les François. Et voilà, c'était plutôt sympa. Lorenzo? Non, moi j'aimais le fait. Bon, déjà, il a dit qu'au niveau économique, le club, ça va de mieux en mieux. Donc, il n'y aura pas vraiment besoin de vendre pour vendre, ou quand même de vendre absolument comme c'était les dernières années. Donc, déjà, ça, c'est bien parce que, par exemple,
moi, à chaque fois, je vous raconte ce qui pensent un peu en Italie. J'ai beaucoup de potes à moi qui sont supporters de l'AC Milan, qui commencent à me dire, bon, alors, Joe David, c'est pour quand? On va l'acheter quand? Blablabla, des trucs comme ça. Donc, vous voyez, donc déjà, sur ça, je suis content. Et il a fait une analyse, je trouve, très, 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 vraiment intelligent et vraiment bien calé dans ceux qui sont, c'est la logique de vente des joueurs du LOSC par rapport à Amadou Onana. Parce qu'il a dit, c'est vrai c'était un joueur qui avait bien fait l'année dernière, mais est-ce que c'était vraiment un joueur qui pouvait être inséré dans ce contexte-là avec cet entraîneur, etc. Donc voilà, il nous a un peu expliqué, parce qu'au début, ça semblait bizarre qu'on allait vendre ceux qui étaient le meilleur jeune de l'année passée. Et donc, il nous a expliqué que peut-être il n'était pas vraiment fait pour la logique du nouveau entraîneur. Donc, pourquoi pas le vendre pour 30 millions en Première Ligue. Donc, j'ai apprécié cette partie vraiment un peu, entre guillemets, technique ou derrière ce qui peut être la logique de vente d'un joueur, même si des fois, les supporters, c'est pas qu'il ne comprend pas, mais justement, il essaye de garder le bon de la saison passée. Donc, vraiment, très, très bien. Et Mais surtout le fait qu'il ne faudra pas vraiment vendre juste parce que le club a besoin de vendre comme c'était pour le Bosman ou pour beaucoup d'autres mecs dans les années passées. Donc ça, vraiment, c'est bien parce qu'on commence à être à nouveau bien économiquement. Donc, voilà, il a justifié, pas seulement par l'aspect financier, mais également sur l'aspect sportif, finalement, le départ de certains. On parle d'Onana. Et on l'a un peu attaqué sur le Jonathan David, hein. On a essayé de savoir. Donc, il nous a confirmé qu'a priori, bon, évidemment, si on arrive avec un chèque astronomique, on se posera des questions, mais en tout cas, que le LOSC gardait la main mise sur sa décision, c'est-à-dire qu'il n'avait pas eu d'obligation de vente comme on pouvait l'avoir encore ces dernières années. Donc, on espère que tout est vrai. Une question lui a été posée aussi par votre témoin privilégié. C'était justement pour mesurer l'aspect financier. On lui a demandé à un moment, est-ce que par rapport à la situation que vous avez découverte en arrivant au LOSC en décembre 2020, si je ne dis pas de bêtises, est-ce que vous êtes en avance dans votre projet de restructuration du club et de remise à niveau des finances? Il nous a confirmé qu'effectivement, grâce notamment aux primes de la Ligue des Champions et aux résultats bruts et nets du mercato, je ne sais pas pourquoi je vous fais cette précision, ils avaient pris de l'avance sur le remboursement de la dette qui était supérieure à plus de 300 millions dettes financières et dettes fournisseurs, dettes économiques traditionnelles. Georges, tu veux rajouter quelque chose? Non, bah, nous, on ne reçoit pas France Bleu Nord à Dunkerque. Donc, je- non, j'ai pas vu. Par contre, oui, cette partie, c'est vrai que le financier m'interpellait. Donc, et la question qui se pose toujours, j'ai pas assisté, est-ce que il a un peu abordé, c'est la question qu'on me pose, la vision à long terme, en tout cas, de Merlin actuellement. Est-ce que Alors, la vision à long terme n'a pas été, la question n'a pas été posée expressément, elle a été posée indirectement, avec notamment la position, enfin son avis, on l'a questionné sur le projet de de rachat rachat? de. Parce que Alors, c'est pas le stade, il nous a confirmé que c'était bien l'exploitation du stade. Aujourd'hui, le stade est exploité par Elisa jusque le milieu des années 2040, si je ne dis pas de bêtises, et que l'objectif, c'était de racheter cette concession, en fait, pour exploiter le stade, de ne pas racheter les murs qui, de toute façon, appartiennent à la MEL et sont exploités, effectivement, dans le cadre du partenariat public-privé par une filiale d'Eiffage. Et sur ça, même sous-entendu, sur ça, il était très détaillé parce qu'il expliquait que il pu utiliser le stade bon, pour une vingtaine de matchs. Bon, c'est les matchs en fait de le Ligue 1. championnat, Et qu'à part ça, à chaque fois qu'il joue, il faut tout enlever après un match. Donc, même sur ça, il y a des coûts au niveau financier et économique. Et ça me fait penser beaucoup au fait qu'au final, tu ne peux pas utiliser le stade d'une autre façon. Par exemple, si c'était le stade d'un club, tu pouvais, je sais pas, tu pouvais avoir un musée avec les titres qu'on a gagnés, ou tu pouvais organiser des visites. Moi, par exemple, Les, j'ai mu- vécu à Séville. les J'ai sièges vécu à rouges. voilà. Moi, j'ai vécu par exemple à Séville. Le Betis vient de renouveler son stade il y a 2 ans. Ils ont reconstruit le COP qu'il y avait, le Nord, je pense. Et voilà, tu fais une visite du stade, tu peux aller jusqu'à la pelouse, tout, des trucs comme ça. Le LOSC commence à être connu.
c'est quand même la dernière équipe qui a réussi à gagner un titre en France en le gagnant contre le PSG. Il y a beaucoup de gens qui commencent à connaître le club, même dehors de France. Donc voilà, il faut vraiment commencer à repenser un peu à cette optique-là parce que moi, je suis le premier, dès que je suis en voyage dans une ville, je voudrais quand même visiter le stade, connaître l'équipe, etc. Donc, il faut quand même le rendre un peu plus. Voilà. Et on vient de gagner des titres. On vient de gagner 2 titres il y a 2 ans, qu'il faudrait quand même être dans un musée, expliquer l'histoire, je ne sais pas. Voilà. Alors, il y a un projet de musée qui est en cours actuellement, qui serait plus à Luchin qu'au stade, si Ah, j'ai ok. bien compris. Mais il y a un projet qui est piloté par notre ami Patrick Robert. Alors, je ne sais pas, j'ai pas eu une nouvelle récente de ce projet, mais je sais qu'il y a des tractations qui sont en cours. Pour en revenir à l'aspect financier, effectivement, il y a ces coûts supplémentaires. Il y a aussi, je le rappelle, un loyer qui est le loyer le plus élevé pour un club de Ligue 1, qui est de 5,6 millions ou 7 à peu près. Donc, pour justement jouer ces 20 matchs par saison. Et puis, il y a un impact qu'on a subi il n'y a pas très longtemps. Je vous rappelle lors de la célébration du titre, on n'a pas pu le faire au stade. Voilà. Et on a été obligé de le faire dans les rues, à l'extérieur, alors que finalement, le stade, c'était le lieu idéal pour célébrer le titre. On mettait 50 000 personnes dedans et on pouvait organiser quelque chose. Et ça n'a pas pu se faire parce que justement, il y avait ce contrat finalement d'exploitation qui nous pénalisait à l'époque. Après, dans la rue, c'était bien. Moi, j'ai bien aimé. À Luchin, c'était pas mal non plus. Ah, À Luchin, c'était pas mal non plus pour le dans la rue, c'est très privilégier. bien. C'est très bien. Très bonne ambiance, cordiale, c'est super. Est-ce que, pour terminer, il est déjà 22 heures, on était bavard. Est-ce qu'il y a un sujet que vous voulez aborder justement par rapport à cette interview d'Olivier Létang, ou est-ce qu'on peut passer finalement à la dernière question que je voulais vous poser pour ce bistrot d'Allé-le-Losc? Georges? Non. Lorenzo, Baptiste, Christophe D, Christophe C. C'est Non, ça bon, va. on passe au sujet suivant. Alors, sujet suivant, c'est parce qu'on n'aura pas d'émission la semaine prochaine. Et donc, on se retrouvera dans 15 jours après le match de Lorient et avant le derby avec un invité surprise. Je vous en parlerai dans les prochaines journées. J'attends la confirmation. Qu'est-ce que vous pensez justement des 2 matchs qui arrivent? On en a déjà parlé un petit peu, mais finalement, peut-être sous forme de pronostics c'est plus la tendance que le score qui m'intéresse. Olivier Létang parlait d'un bilan après les 10 matchs. Donc, les 10 matchs, ça fait après ces 2 matchs. Est-ce que justement, ce sont des adversaires tests qui vont nous permettre de savoir si le LOSC a les moyens de son ambition, c'est-à-dire terminer dans des places européennes? Qui veut commencer? Lorenzo. Lorenzo, puis Christophe D. À part juger les 2 matchs, très important, je pense, le match de Lorient. Parce qu'après le derby, moi, j'espère de le gagner parce que l'année dernière, franchement, c'était pas bien. Mais bon, au final, c'est un match que tu peux gagner ou tu peux perdre. C'est un match qui fait un peu un championnat parce que c'est un truc à part. Mais le match de Lorient, je trouve que c'est vraiment très important parce que tu vas jouer chez une équipe qui est vraiment, il a de la confiance. J'ai écouté une conférence de presse de Régis Lebris et franchement, ça me semble un entraîneur très intéressant en général pour le football français, quelqu'un vraiment qui connaît bien la tactique, mettre en place une équipe, etc. Mais à part ça, si on regarde tout le match du LOSC jusqu'à la Coupe du Monde, il y a Lorient, Lens, Strasbourg à la Méno, Monaco, Lyon, Rennes, et tu termines le 13 à Angers. Donc ça veut dire que sauf le match à la maison contre Angers, que ça va, mais le reste, c'est vraiment des matchs très, très, très difficiles. Donc, pour arriver jusqu'en novembre, jusqu'au début de la Coupe du Monde, vraiment, à partir de ce match-là, on pourrait vraiment commencer à voir et à comprendre ce serait quoi notre saison. On parle de 6 matchs, je pense. Donc, pour toi, le bilan, c'est plus à la Coupe Ouais, du c'est plus Monde long que les 10 matchs. que 10 matchs. Christophe, les matchs à Lorient, Christophe D, les matchs à Lorient, il y a beaucoup de vent. Ça te rappelle quelque chose? Beaucoup moins qu'à Brest, ça n'a rien à voir. Franchement, c'est. Ah, je ne sais pas pourquoi, mais en tant qu'Italien, j'aimerais bien aller voir la match du LOSC au Moustoir. Ne me demandez pas pourquoi, mais je suis très curieux d'aller là-bas. Écoute, on va essayer de te préparer ça pour les prochaines saisons. On va préparer vos moustoirs. Non, merci.
La ville n'est pas très jolie, je trouve, mais les gens sont sympathiques et il y a de quoi faire. Mais, mais je pense qu'on est sur vraiment un tournant. C'est un peu ce que disait Lorenzo par rapport aux matchs qui vont arriver. C'est à quelle vitesse on va réussir à avoir ce que je disais par rapport à ce que je disais avant, une défense stable. Je crois voir que Fonte n'a pas été pris en équipe nationale, donc il peut se préparer chez nous. Il peut se préparer chez nous avec Chevalier qui n'est pas non plus en équipe nationale, donc il peut se préparer chez nous. Et le jeune Euro, il a été pris en 18, tout ça, mais c'est bien. Et enfin, voilà, je pense on a un instant charnière où les gens ils ont un peu de temps pour se préparer. Et on a plusieurs joueurs clés qui sont chez nous, et même Benjamin André, il n'est pas sélectionné. Donc, ils ont le temps de se préparer chez nous. Et là, il faut vraiment qu'on arrive à se préparer à un niveau d'intensité pour arriver à affronter des équipes comme Lorient, comme Lens et le reste derrière. Et je pense que le match de Lorient, c'est un match tournant. Si à Lorient, on arrive en bonne figure à tenir le match, et même sans le gagner, enfin match nul, enfin pas perdre quoi. Je pense que déjà on se dira, ok, on a passé un cap, on est un peu plus sur de nos forces. Donc cette trêve internationale avec des joueurs qui sont à la maison, ça peut nous aider beaucoup. Et il faut vraiment qu'on en profite et qu'on arrive à se préparer à un niveau assez bon pour ce tournant. Alors, l'autre Christophe C, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, alors le président Létang hier parlait d'enchaîner et de réaliser une petite série. Je crois que c'est vraiment le moment, il a raison. Ça vous ferait vraiment du bien. Et puis, contrairement à ce que disait Lorenzo, je suis pas tout à fait d'accord. Finalement, c'est vrai que le match contre Lens est un match un peu à part, mais finalement, ça reste un match à 3 points où il faudra les prendre, ces 3 points. Alors, on ira au charbon s'il faut contre cette équipe. Je me souviens plus là, qui joue en vert là, je sais plus bien. Et voilà. Le Alors, McDonald's? Non. c'est ça, ouais. Donc il faudra y aller, quoi, et surtout nous renforcer dans cet esprit de défense qui doit redevenir intraitable et qui doit retrouver des couleurs, quoi. Et là, c'est un moment important, il faudra le montrer. Georges, est-ce que tu veux Ouais, donner bah, ton avis sur le sujet? Alors, juste peut-être en équipe nationale sont appelés Thiago Diallo Ouais. pour le Portugal, Ounas et Zedaka pour l'équipe d'Algérie. Angel Gomez est dans les jeunes anglais, dans les espoirs anglais. Ouais, je vois tout le monde votre détail. Est-ce que j'en oublie? Il y a Jonathan David. Jonathan David au chez les Canada. jeunes. Mais qui ne part pas au Canada. Et Gudmundsson qui vient d'être sélectionné avec la Suède. Ouais, aujourd'hui. Gudmundsson qui vient d'être sélectionné, rappelé par la Suède. Et Niyoro est chez les jeunes, non? Je dis pas de Et bêtises. les Niro chez les jeunes, tout à fait. Chez les 18. Donc voilà, donc ça veut dire qu'en gros, il y a 7-8 joueurs qui sont concernés par la sélection. Ça veut dire que Paulo Fonseca devra faire avec la moitié de son effectif durant cette trêve internationale. Ouais. Georges, je te laisse la parole. Bah, d'abord, pour avoir juste joué, j'avais l'opportunité de regarder le match de Lorient à Auxerre vendredi dernier et j'ai vraiment été agréablement surpris. Enfin, Lorient, je veux dire, je pense que leur classement actuel n'est pas dû au hasard. C'est pas seulement un tube de l'été. Non. Enfin, après, savoir, on voit des équipes comme ça. Mais en tout cas, sur le rendement actuel, c'est une attaque tout en mouvement. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a pu voir avec le LOSC dans nos très bonnes prestations, c'est-à-dire que ça combine vachement bien, il y a des enchaînements, 3-4 passes par arriver dans la surface, c'est propre, et ça peut même donner, je pense sincèrement, un match assez spectaculaire. Ouais. Donc là, ça va être un match très intéressant parce que l'adage va être un petit peu mis au pilori sur celui-là parce qu'on ne sait pas si c'est fort, si c'est faible. En tout cas, c'est vraiment une équipe. J'ai vraiment l'impression de voir une équipe en miroir de ce que je vois avec le LOSC. Et par contre, le match de Lens, il va être très intéressant aussi parce qu'on en parlait. On a une équipe qui n'aime pas trop le pressing haut. Je pense que contre les voisins, on va être servi. Et évidemment, si on n'arrive pas à muscler un peu plus et à mettre du tampon au niveau du milieu,
on va avoir des problèmes, je pense, pendant ce derby. Donc, moi, le match de Toulouse m'a un petit peu rassuré, en tout cas, dans une perspective et une évolution possible. Mais en l'état actuel des choses, je pense que vraiment, si on était resté un petit peu sur ce que j'ai vu jusqu'au match de Marseille, sincèrement, la victoire dans le derby, je n'y croyais pas du tout. Là, il y aura beaucoup de choses à attendre, savoir si on trouve un vrai niveau. Est-ce que Lens est en sur-régime aussi? Parce que ça joue bien, mais est-ce que ils vont tenir tout le temps cette cadence? On a vu que l'année dernière, c'est une équipe qui fonctionnait un petit peu en dents de scie. Mais en tout cas, ces deux matchs, pour moi, on va affronter des équipes un petit peu atypiques de ce qu'on a vu ici. On a eu très fort Paris, 1 degré de Marseille, où on a eu plutôt faible, Ajaccio-Auxerre. Là, on va vraiment. Toulouse, on avait eu quelque chose d'un petit peu intermédiaire, mais là, on va arriver vraiment sur la quintessence d'un affrontement qui va ressembler à quelque chose. Et pour le coup, c'est vraiment 2 matchs test. Donc, si je résume, c'est fort contre les faibles, faible contre les forts, mais qu'en est-on contre l'entre-deux, finalement? C'est un peu ça, ouais. Contre, Alors, en tout cas, des forts du moment. Je veux les dire, forts du moment. des forts du moment. Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. On a Charles qui nous dit pour moi, le déplacement à Lorient est très important. Si on gagne là-bas, ça va changer beaucoup de choses, surtout que cette équipe chez eux ne nous réussit pas beaucoup. Patrice qui nous précise que Lorient et Lens auront moins d'internationaux que nous et seront préparés. J'en ai peur. On a pas mal d'internationaux quand même. Charles, il nous faut Cabella. Julien qui nous fait remarquer qu'il reste très peu de places disponibles dans le stade. J'espère que ça signifie que le stade sera lillois. Donc Cabella, l'équipe n'est pas la même sans lui. Fabien qui nous annonce 2 matchs nuls, 2 partout à Lorient et 1 partout à Pierre-Mauroy, au Décathlon Arena, Pierre-Mauroy, excusez-moi, dans le derby. Charles, André Gomez apporte une touche athlétique au milieu pour répondre à ce besoin d'impact. Est-ce qu'il sera un peu plus près au moment du derby et au moment du match de Lorient? D'accord avec le fait qu'on était un peu juste physiquement au milieu et Lens en dents de scie, c'est vrai, mais là c'est 18 matchs sans défaite. Alors c'est 18 matchs sans défaite pour Lens, mais avec les matchs amicaux de début de saison, il faut relativiser aussi. Hein. C'est parfois un peu compliqué ce genre de statistiques si on commence à intégrer les matchs de préparation ou les 7 contre 7 pendant les entraînements. C'est forcément. Enfin, je crois que ça fait quand même 15 matchs sans défaite en championnat. Quoi. Bah là, en championnat, depuis le début de saison, ils n'ont pas de défaite. C'est plus significatif pour moi que tout ça. J'ai un point peut-être avant de passer la parole à Baptiste. On a aussi à signaler le retour des blessés, c'est-à-dire que normalement Cabella devrait rentrer après la trêve. On a aussi Timothy Weah qui devrait faire son tour, qui est aujourd'hui dans. Il avait bien le terminé la saison dernière, en fait, parce qu'il avait absolument terminé le championnat. Rappelez-vous de Timothy Weah qui était repositionné en attaque centrale et qui avait montré beaucoup de choses. Baptiste, comment tu vois, toi, ce bilan, enfin, ces 2 matchs? Est-ce que tu feras le bilan après ces 2 matchs, comme Olivier Létang, ou comme Lorenzo, finalement, tu te dis qu'il faudra faire le point après la trêve, parce que c'est après qu'il faudra effectivement, après un nouveau championnat va commencer, avec une nouvelle préparation, avec un mercato qui va arriver tout de suite après. Tu attendrais plus, toi, donc cette Coupe du Monde qui interrompra le championnat à la 17e journée, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je crois. Je suis mitigé. Je sais pas quoi penser. Je pensais déjà jamais dire ça, mais j'ai peur de Lorient parce que c'est une équipe honnêtement qui, avec leur nouvel entraîneur Régis Lebris, qui pue le football. Leur jeu est exceptionnel. Après Lorient des fois a des moments où il lâche le match. Par exemple le match 5-2 face au RCL, voilà, où ils ont lâché le match. Donc va falloir gagner ce match. On a la chance au niveau de notre attaquant, c'est Jonathan David qui part avec la sélection du Canada, mais qui ne part pas au Canada. On sait que l'année dernière, il nous avait rejoint lors du match. D'ailleurs, face à Lorient, il avait pris l'avion et rejoint Lorient directement. Là, il ne part pas au Canada, donc ça lui évite ses allers-retours où il est fatigué. Je crois qu'il part en Afrique, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. En tout cas, il ne part pas au Canada, donc ça, c'est plutôt pas mal. Le décalage horaire sera moins important.
C'est ça, exactement. Et donc, il y a vraiment de durée de voyage. Donc, ça va être un match très important face à Lorient. Après, c'est un match qu'on souhaite gagner, forcément. C'est un match à 3 points. Et après, il y a le deuxième match qui est forcément un match à 3 points, mais c'est un match vraiment où le jeu nous importera peu. Ce match face à Lens, c'est vraiment le but, c'est d'avoir les 3 points et d'avoir sa fierté au maximum, d'avoir la demi-molle à la fin du match. C'est vraiment le but de ce match. Alors, est-ce que je ferai les comptes à la fin de ces 2 matchs? Je ne pense pas. Je ferai les comptes peut-être après 2, 3 journées après celle-ci, parce que je pense qu'il y a le match de Lorient et le match de Lens, c'est vraiment une parenthèse où voilà, c'est un match à part. Forcément, les derbys, c'est comme une finale. C'est un match à part et on peut pas juger ce match dans une saison. Donc, je ferai peut-être le bilan, ouais, au niveau de la 17e journée, juste avant la Coupe du Monde, qu'on regrette tant malheureusement. Je n'ai oublié personne dans ce tour de table. Personne n'a quelque chose à rajouter. Moi, j'ai rien dit, mais j'ai rien à dire. J- Non, non. J'avais compté, je pensais qu'il me manquait quelqu'un. Mais bon. Non, mais si je veux résumer, vite fait, j'ai dit ce que j'ai dit tout à l'heure. Les équipes qui pressent haut, on va avoir des problèmes et il faut se mettre au niveau. Eh bien, sur cette parole juste et qui nous fera notre fin d'émission, je vous propose de nous quitter. Pas de bistrot d'Alelos la semaine prochaine, hein, donc il y a trêve internationale, donc on va pouvoir faire les footix et aller regarder les matchs de l'équipe de France tranquillement. Christophe? Oui, juste une petite chose, ne pas oublier qu'il y a un match des féminines. Alors l'équipe de Rachel a besoin de nous ce week-end. Elle joue, je crois que c'est samedi à 15h à Luchin. Donc allez-y, pensez-y. Et c'est contre qui? Orléans. Orléans, donc Lille-Orléans féminine à 15h. Donc Je c'est crois que c'est Luchin ou c'est samedi. Stadium? C'est Luchin. Je crois que C'est c'est Luchin. samedi. C'est dimanche, pardon. C'est dimanche à 15h. Ok. Elles qui ont très bien lancé leur saison d'ailleurs, hein, une Qui sont super victoire. leaders du classement de la D2 avec 2 victoires, si je ne m'abuse. Donc, effectivement, un très beau début de saison des filles de Rachel. Donc, on se retrouve donc non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours pour un 8e numéro du Bistrot de la LOSC. Donc, je voulais remercier, comme chaque semaine, les nombreux auditeurs qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux. Merci à vous. Merci pour vos commentaires. Tu es sûr d'Orléans parce que Fabien nous dit que c'était Ouais. la semaine dernière. Ah, bah écoute. D'Orléans. Je vérifie. Ah. Ils ont battu Orléans 2-0 ce week-end. Eh ben non, du coup, vous avez raté un super match. Voilà, c'est la fin du bistrot. On a trop abusé de boissons, donc on vérifiera. Alors, si pendant que je conclue, quelqu'un peut trouver l'information où se trouve le prochain match des filles, on précisera. On va se faire engueuler par nos amis Damien et par Stéphane. Hein. C'est pas bien. Donc, je voulais remercier donc, tous les internautes qui nous ont suivis, qui nous ont donné ces commentaires et corrigé nos erreurs sur les réseaux sociaux. Donc, merci à vous. Je voulais remercier les piliers du bistrot présents ce soir. Merci Christophe. Merci, bonne soirée. Vérifie avant d'aller à Luchin dimanche à 15h. Merci Christophe D. Merci à vous toutes et tous. Merci Lorenzo. Merci les gars, comme d'hab. Merci Georges. Merci à tous et toutes. Merci Baptiste. Merci à toi, une bonne soirée à tout le monde. Alors, personne n'a regardé, donc on vous donnera l'info dans le commentaire ou dans les commentaires de la chaîne YouTube. Ça vous donnera une raison d'aller revoir donc le replay, revoir l'émission en replay sur la chaîne YouTube. Toutes les informations bientôt sur les réseaux sociaux. D'ici là, je vous souhaite une excellente quinzaine et je vous dis allez le LOSC en vous donnant rendez-vous donc dans 15 jours pour le débrief de Lorient et l'avant-match du derby. À très bientôt. Au revoir. Ciao. Oh, forza Rossa. Pareil. Et allez, le LOSC.